Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on a une grosse vidéo puisqu'on va dépiler les 8 détachements du nouveau codex Eldari avec la nouvelle règle d'armée, toutes les règles de détachement, tous les stratagèmes, les améliorations, et on aura dans la journée une deuxième vidéo avec l'analyse de tout ce qui a changé pour chacune des unités du codex, et il y a énormément de changements. C'est probablement le plus gros codex que Games Workshop a sorti et sans doute un des plus forts. Alors, la nouvelle règle d'armée, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. En gros, vous perdez les fils du destin avec ces dés de destin. À la place, vous allez avoir le Battle Focus, le focus de bataille. Cette règle, elle vous donne des jetons de Battle Focus. Vous en avez 4 si vous jouez à 2000 points, 2 si vous jouez à 1000 points, et 6 si vous jouez à 3000 points. Vous pouvez dépenser ces jetons durant le round de bataille pour faire ce qu'on appelle des manœuvres agiles, qui vont être des espèces d'astuces de mouvement sur vos unités Eldari. Certaines unités pourront faire ces manœuvres gratuitement, et toute l'armée est éligible à faire ces manœuvres, sauf les unités fantômes, donc seigneur fantôme, garde fantôme, guerrier fantôme, qui ont besoin d'avoir un psyker pas loin d'eux dans un détachement spécifique. Donc ils sont un peu dans la même situation que les robots castellans pour le Mechanicus. Si vous n'avez pas le bon détachement, vous avez quelques unités de l'armée qui ne bénéficient pas de la règle d'armée. C'est un peu dommage, mais la règle est vraiment très bien. Je précise aussi qu'une unité ne peut faire qu'une seule manœuvre par phase, sauf si c'est précisé l'inverse dans sa fiche d'unité, et chaque manœuvre que vous choisissez ne peut être faite qu'une fois par phase, vous pouvez pas spammer les manœuvres. Alors on a par exemple moteur stellaire, qui vous permet de cibler un véhicule de votre armée quand il fait un mouvement normal. En gros, vous lui faites faire une avance, mais sans faire une avance. Donc en gros, il bouge de son mouvement, plus D6 plus 1, et ça n'est qu'un mouvement normal. Donc il perd pas la capacité de tirer, il perd pas la capacité de charger et de faire une attaque de char si vous voulez, etc. Donc vous avez des véhicules antigraves qui bougent déjà de 14 dans la plupart des cas, vous allez pouvoir les bouger du coup en stade de 18 pouces, 19 pouces, c'est pas mal. Sur tous les véhicules qui sont pas antigraves, qui bougent un peu moins bien, comme par exemple les marcheurs de combat, c'est très utile aussi. Alors par contre, attention, comme on me l'avait précisé dans les vidéos précédentes, ça ne se combine pas avec un mouvement d'avance, puisque vous n'avez ce bonus que quand vous faites un mouvement normal, donc pas un mouvement d'avance. Donc vous ne pouvez pas faire cette manœuvre, puis une avance d'un D6, ça fonctionne pas comme ça. La manœuvre suivante, c'est Fleeting Shadows, que j'ai traduit en ombre fuyante. Je vous rappelle que j'ai pas accès au codex en avance, donc je n'ai pas les traductions officielles. Tout ce que je fais, c'est basé sur les leaks qu'on peut trouver et sur les contenus que d'autres gens ont publiés en avance pour essayer de vous faire un récap en français le jour de la sortie. Peut-être qu'un jour j'aurai accès au codex et que je pourrai préparer ces vidéos à l'avance et pas être obligé de foncer comme un malade le jour J. En attendant, j'ai fait mes traductions moi-même, elles seront peut-être pas exactes par rapport au codex français. Donc ombre fuyante, c'est l'autre manœuvre. Pour un jeton, vous faites en sorte qu'une unité ne puisse pas être ciblée par le tir en état d'alerte durant tout le tour. Donc dès que vous posez l'unité sur la table, que vous faites un mouvement normal d'avance, de repli ou une charge, vous pouvez utiliser votre jeton et automatiquement cette unité ne pourra pas être prise pour cible par le tir en état d'alerte. C'est très fort d'avoir ça à la demande, d'abord parce que ça rend complètement caduque un des stratagèmes génériques de l'adversaire, qui pourra jamais l'utiliser là où c'est vraiment fort. Ensuite, vous pouvez faire cette manœuvre-là à chaque phase. Donc vous pouvez donner le fait de ne pas être ciblable en état d'alerte à une unité à la phase de mouvement. Vous pouvez aussi le faire sur une autre unité à la phase de charge qui n'était pas concernée à la phase de mouvement. Super utile pour des unités qui débarquent dans le transport, qui chargent. C'est une excellente manœuvre à avoir sans avoir besoin d'utiliser en plus de points de commandement. Repli stratégique, c'est la suivante, elle permet de bouger de 1d6 plus 1 pouce après qu'une unité ennemie ait fini ses attaques de tir sur une unité Eldari. Vous ne pouvez pas cibler une unité titanesque avec cette manœuvre. Donc ça, c'est toujours très utile pour aller se recacher. L'ennemi commence par vous tirer dessus avec 2 petits pistolets qu'il a apportés. Bon, bah, il a mal séquencé. Votre unité se barre entre 2 et 7 pouces et elle va se cacher dans une ruine où elle se met hors de portée ou hors de ligne de vue des autres unités. Vous évitez de prendre la sauce. C'est très bon et ça marche, comme je le rappelle, sur toute l'armée, potentiellement un véhicule, potentiellement un chevalier fantôme qui lui a accès à la règle, contrairement aux autres unités fantômes, n'importe quel guerrier aspect, donc c'est très fort. Les gardiens défenseurs, c'est leur règle de base, ils peuvent toujours faire cette manœuvre gratuitement, et ça ne les empêche pas de faire une autre manœuvre à la même phase, et du coup cette manœuvre de repli stratégique marche aussi pour une autre unité, ça n'utilise pas le fait de pouvoir faire cette manœuvre qu'une seule fois par phase. Donc c'est très très fort aussi. On a ensuite rapide comme le vent, ça vous donne plus 2 pouces sur votre mouvement normal d'avance ou de repli. Vous pouvez celui-là l'utiliser
plusieurs fois par phase, mais sur des unités différentes. C'est le seul que vous pouvez faire plusieurs fois par phase comme ça. Donc par exemple, au tour 1, vous pouvez imaginer cramer vos 4 jetons si vous êtes joueur 2 pour faire bouger 4 unités de votre armée à plus de pouces. Alors ça ne se cumule pas avec le mouvement moteur stellaire des véhicules, puisque une unité ne peut faire qu'une seule manœuvre à chaque phase. Donc vous ne pourrez pas avoir un véhicule qui bouge à 14, plus les 2 pouces ici, plus le D6 plus 1, mais vous allez quand même pouvoir rendre votre armée encore plus agile. On a ensuite frappe soudaine, ça vous permet de consolider et d'engager de 6 pouces au lieu de 3 pouces. Ça sera très situationnel, vous n'allez pas l'utiliser à chaque partie, mais par contre avoir ça à la demande sur toute l'armée, faut pas l'oublier, parce que ça peut être très bon, ça peut vous permettre d'aller engager une autre unité ennemie au corps à corps qu'il pensait être sûre parce qu'elle était à 4 ou 5 pouces, ça vous permet d'aller consolider sur un objectif qui était un peu trop loin, à 4, 5, 6 pouces, et du coup aller mettre les pieds dessus et le prendre, ça vous permet de faire un mouvement de 6 pouces pour aller vous placer dans un quart de table ou près d'un bord de table, pour certains détachements reprendre votre unité ou pour marquer des secondaires, c'est toujours très utile à avoir. Vous s'en virez pas tout le temps, mais il y a plein de cas où c'est vraiment bien. On a enfin saisir l'opportunité, ça vous le faites quand une unité ennemie finit un mouvement de repli, et vous allez pouvoir faire un mouvement normal de 1d6 plus 1 sur une unité qui était au corps à corps avec cette unité ennemie qui vient de se replier. Sauf évidemment vos unités titanesques. Donc par exemple l'ennemi qui se dit bah tu sais quoi, je vais replier mon unité et je vais lui mettre tous mes tirs dans la tronche, et bah non seulement au moment où l'ennemi se replie, et bah, vous pouvez vous barrer déjà dans des 6 plus 1, mais si en plus ça suffit pas, vous pouvez quand même vous prendre les tirs d'une unité, et vous avez la manœuvre à la phase de tir que vous pouvez faire sur votre unité pour qu'elle se rebarre encore, et qu'elle soit ciblable que par un seul tir de l'ennemi. Donc on voit que globalement toutes ces manœuvres, elles vont permettre à l'armée Eldar d'être très dure à cibler, notamment par des tirs, et très dur à contrer. Vous aurez toujours du mal à prévoir la capacité de projection de cette armée, et il va falloir vraiment jouer avec le séquencement et aller chercher de multiples lignes de vue sur les endroits où sont l'unité et où elle pourrait aller après, parce que sinon vous allez toujours tuer 3 modèles avec une unité et jamais réussir à les terminer, parce qu'ils vont se barrer dans tous les sens, et vous pourrez jamais les empêcher d'aller vous reprendre des objectifs et faire des trucs. Ça va être une armée compliquée à affronter qui va courir partout, et ça n'est que la règle d'armée. On a ensuite les détachements. Alors le premier, c'est Lost de guerre. Alors vous allez voir qu'à travers toute la vidéo, malheureusement, les captures qui viennent du codex, ce sont des captures faites dans des leaks, donc la qualité est pas incroyable. Je vous garantis que je les ai déchiffrées du mieux que j'ai pu. Maintenant, c'est sûr que ça reste un peu flou. Donc Lost de guerre, c'est concrètement le détachement de l'index, mais du coup, rebidouillé pour cette nouvelle règle d'armée. Donc la règle, c'est grâce martiale. Au début du tour, vous gagnez un jeton de Battle Focus supplémentaire. Donc au lieu d'en avoir 4 à 2000 points, vous en avez 5, ça vous fait une manœuvre supplémentaire par round, qui est très bien. Si vous faites la manœuvre rapide comme le vent, au lieu d'ajouter plus 2 pouces à votre mouvement, vous ajoutez plus 3 pouces. Et quand une unité fait une manœuvre qui demande de jeter un D6, vous ajoutez toujours 1 au résultat du dé. Donc tous les mouvements réactifs qu'on vient de voir de D6 plus 1, ça passe à D6 plus 2 au lieu de D6 plus 1. Donc vous faites minimum 3 jusqu'à potentiellement 8. Donc c'est très très fort. C'est le détachement qui va vous donner le plus de mobilité concrètement sur l'armée. La règle est intéressante. Maintenant le plus 1, il est un peu anecdotique, mais tout cumulé, finalement, ça vous donne une armée qui est encore plus mobile qu'avec la règle de base. On passe maintenant au stratagème de ce détachement. Le premier, c'est réaction foudroyante. C'est le même que dans l'index. Quand l'ennemi vous tire dessus ou vous tape dessus au corps à corps, vous prenez une unité Azuriani, c'est plus Eldari, le mot-clé de l'armée, c'est Azuriani. On verra dans les détachements Harlequin et Inari que les Harlequins ont le mot-clé Harlequin et les Inari ont le mot-clé Inari, et ils deviennent Azuriani si vous les mettez dans certaines armées, certains détachements. Donc vous ciblez une unité Azuriani, hors chasse fantôme, qui est ciblée par les attaques de l'ennemi, et l'ennemi a -1 pour vous toucher. C'est toujours très utile défensivement, les Eldar, c'est pas des gros profils très endurants avec des énormes sauvegardes, donc -1 pour être touché, c'est excellent. Si l'ennemi arrive à vous voir malgré toutes vos manœuvres, en plus il a du mal à vous sortir, donc ça se cumule très bien en plus avec les mouvements. On a ensuite sanctuaire aérien pour un PC, ça se fait à la fin de la phase de combat. Vous ciblez une unité Azuriani et un transport dans lequel l'unité pourrait embarquer, et si votre unité Azuriani est entièrement à 6 pouces de ce transport, alors elle peut embarquer dedans. Donc ça c'est excellent pour faire une frappe rapide. Vous pouvez par exemple garder le transport dans des ruines, faire débarquer votre unité à travers la ruine, et puis la recacher juste après. Donc vous sortez votre unité, elle est de l'autre côté du mur, elle tire, et à la fin de la phase de combat, vous la replanquez à l'intérieur du transport pour que l'ennemi puisse pas vous tirer dessus parce qu'il vous voit pas vu que vous êtes dans la ruine. Vous pouvez aussi avoir débarqué
avancer, charger, frapper, tuer votre ennemi. Et si vous vous êtes avancé que de 3 pouces et que du coup vous êtes toujours dans les 6 pouces de votre transport, et ben vous retournez dedans. Vous pouvez le faire à la phase de combat adverse si vous avez réussi à laver l'unité ennemie ou si l'unité s'est désengagée. Il y a plein de trucs vraiment chouettes que vous pouvez faire ici, sachant qu'en plus, retourner entièrement à 6 pouces d'un transport, ça sera pas compliqué avec toutes vos astuces de mouvement qui vous permettent de vous barrer quand l'ennemi vous tire dessus, par exemple, ce genre de choses. On a ensuite la feinte de repli pour un PC. Ça se fait à la phase de mouvement Eldar, vous ciblez une unité Azuriani et elle peut tirer et charger même si elle a battu en retraite, donc ça c'est très utile, vous vous désengagez avec un véhicule, vous rechargez l'adversaire pour regagner le bonus de frappe en premier, vous vous désengagez avec une unité qui était au corps à corps juste pour pouvoir avoiner votre adversaire, ça c'est toujours un excellent stratagème qu'on aime avoir partout. On a ensuite tirer et disparaître pour un PC, celui-là il a changé par rapport à l'index. Maintenant c'est à la phase de tir Eldari, vous avez une unité Azuriani qui peut faire un mouvement normal de 1d6 plus 1 pouce. L'unité par contre ne peut pas charger après ce mouvement. Donc en gros ça vous donne le bouger, tirer, puis se recacher. Alors vous pouvez pas cibler des volants, vous pouvez pas cibler Azurmen et vous pouvez pas cibler des unités fantômes avec ça, c'est que une unité Azuriani infanterie, hors pas mal de restrictions, mais du coup ça veut dire que bah voilà, vous avec des gardiens, avec des vengeurs qui n'auraient pas Azurmen dedans, avec n'importe quel guerrier aspect, vous avancez, vous tirez, vous vous replanquez, ou vous avancez encore plus loin sur la table pour vous rapprocher de l'ennemi si vous savez que vous n'allez pas le charger. Pour un seul CP, en combinaison de tout ce que l'armée peut déjà faire en termes de mouvement, ça va rendre l'armée vraiment très très dure à aller chercher, vraiment insaisissable. Hein. Ce mouvement normal, là, si vous étiez déjà collé au mur de la ruine, vous avez au minimum 2 pouces, donc vous pouvez de toute façon systématiquement sortir de la ruine, tirer, vous recacher dans la ruine pour que l'adversaire vous voit pas, et ça rend les unités vraiment très pénibles à aller chercher. On a ensuite le tunnel de la toile qui se fait à la fin de la phase de combat adverse. Vous prenez une unité Azuriani infanterie qui est entièrement à 9 pouces d'un bord de table et vous mettez cette unité en réserve si elle n'était pas au corps à corps. Alors c'est très utile, ça peut marcher avec une unité qui a frappe en profondeur pour la faire revenir en frappe en profondeur depuis les réserves, mais par contre vous pouvez pas reprendre l'unité n'importe où, il faut qu'elle soit entièrement à 9 pouces d'un bord de table, donc ça va être un petit peu plus limitant que dans certains autres détachements, ça reste très très fort, et comme vous avez toutes les astuces de mouvement possibles pour vous déplacer même dans le tour adverse, vous aurez sans doute pas trop de problème à réussir à amener une unité là si vous en avez besoin. On a ensuite un stratagème que j'ai traduit puissance de feu, mais c'est Blitzing Firepower. Ça se fait à la phase de tir Eldar, vous ciblez une unité Azuriani qui n'a pas encore tiré, et jusqu'à la fin de la phase, vous avez touche soutenue quand vous tirez sur une unité qui est à 12 pouces de vous, et si l'arme de l'unité a déjà cette aptitude, alors à la place, elle gagne les critiques sur 5+, ce qui lui permet du coup de déclencher ses touches soutenues sur des 5. Alors, il y a plein de détachements de Noël qui ont eu le choix entre soit touche soutenue, soit touche fatale, pour un seul CP sans aucune restriction. Pourquoi est-ce que celui-là est si limité? Je sais pas trop par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a très peu d'instances de touche soutenue dans le codex. Hein. Tous les canons shuriken sont plus touche soutenue, ils sont touche fatale maintenant. Donc touche soutenue, ça a un peu disparu de partout. Il y a quelques unités qui l'ont encore. Pouvoir leur donner, c'est très bien, mais il faut que ça soit dans 12 pouces, donc ça cible vraiment certaines unités très spécifiques. Au début, j'ai pensé aux araignées spectrales, mais leurs armes sont torrents, donc vous jetez pas de dés, donc ça sert à rien. Je sais pas trop exactement, c'est peut-être plutôt pour des dragons de feu, éventuellement, pour essayer d'aller chercher plus de touches avec les armes à fusion. À voir, bon, c'est pas un mauvais stratagème, clairement, pas du tout, hein, mais j'ai du mal à voir exactement comment le deuxième bonus peut se brancher correctement avec le codex Eldar. On a maintenant les améliorations. Alors là, j'ai mis les points issus du codex lui-même. En général, ils ne changent pas à la sortie du codex physique et avec les premières passes du Minitorum Field Manual. En général, les coûts des unités changent, mais pas ceux des améliorations. À voir, évidemment, si ce sera le cas ici. La gemme du phénix, donc celle-là, elle est identique à l'index, elle coûte 10 points, et ça vous donne la possibilité de faire revenir votre personnage sur 2+, avec tous ses points de vie. C'est toujours utile. À 10 points prix codex, c'est vraiment pas cher du tout non plus, donc très intéressant. On a ensuite stratège intemporel, qui dans le codex est noté à 15 points. Ça vous donne un jeton de Battle Focus supplémentaire au début du round, tant que le porteur est sur la table. Donc si vous commencez à compter et à additionner, vous voyez que du coup, par round, avec la règle du détachement, vous pouvez aller jusqu'à 6 jetons par round. Donc 6 manœuvres agiles sur votre armée par round, c'est énorme, c'est pas cher, je pense qu'on le prendra à chaque fois à 15 points.
On a ensuite le don de voyance pour 15 points prix codex. Ça permet de faire une relance de commandement, le stratagème relance de commandement, pour 0 CP sur l'unité du porteur, une fois par round. Bon, si vous avez les points et pas les points pour autre chose, pourquoi pas, ça s'utilise toujours. Vous avez ensuite Destructeur Psychique, lui il coûte 30 points dans le codex, ça se met seulement sur un Psyker, et ça va vous donner +1 en dégâts sur les armes à distance psychique du porteur. Donc par exemple, vous avez le Grand Prophète qui a sa lance chantante qui passe dégâts 4, ou sa tempête surnaturelle qui passe dégâts D3 +1. Donc c'est cher à 30 points, mais le potentiel de dégâts est là quand même pour le justifier, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise amélioration, peut-être un peu cher à 30 points. Donc ce détachement, il est polyvalent, il va vous permettre de booster toute l'armée, il joue vraiment beaucoup sur la règle d'armée pour la rendre encore plus efficace. C'est pas à mon avis le plus intéressant du codex, mais il a de bons outils et je pense qu'honnêtement il est très jouable et très bien. On a ensuite le Conseil des Prescients, ça c'est plutôt le détachement Ultway basé sur le fait d'avoir des Psykers un peu partout. Donc là vous retrouvez la règle Les Fils du Destin, qui est l'ancienne règle d'armée mais elle a été vraiment très retouchée. Au début de la bataille, vous jetez 6 dés si vous jouez à 2000 points, 3 dés si vous jouez à 1000 et 9 si vous jouez à 3000. A priori, dans la preview de Warhammer Community, c'était 2 dés, 4 dés ou 6 dés. C'est boosté dans le codex, donc je sais pas comment ils ont réussi à se mélanger les pinceaux. Mais en tout cas, dans le codex, a priori, c'est bien 3 dés, 6 dés et 9 dés. Donc à voir, est-ce qu'ils vont le réduire pour correspondre à la preview de Warhammer Community ou est-ce que ce qui est dans le codex est bon? On verra. En tout cas, vous jetez 6 dés à 2000 points. Et ces dés, ils vont faire un certain résultat. Vous pouvez cramer un de ces résultats pour lancer un des stratagèmes du détachement gratuitement. Donc par exemple, si vous avez fait un 1 sur un de vos dés, vous pouvez lancer le stratagème Pressentiment de Terreur gratuitement, ou en tout cas à -1 PC, pas gratuitement, mais à -1 PC. C'est clairement nettement moins fort que la règle Fil du Destin de l'index. Vous avez peut-être 6 dés, mais si votre armée n'est pas tournée dans le style de jeu que ces stratagèmes gratuits pourraient vous donner, vous n'allez pas vraiment pouvoir utiliser cette règle de détachement. Si vous avez plein de 1, des 4, des 5, mais que ces stratagèmes ne vous intéressent pas parce que votre liste d'armée en tire pas parti, et vous vous retrouvez un peu dans la sauce. C'est pas super intéressant à mon avis. Le premier stratagème, c'est Vérité dévoilée, ça coûte 1 point de commandement. Vous ciblez une unité Azuriani Infanterie Or Fantôme, qui est à 9 pouces d'un Psyker ami, et vous pouvez enlever cette unité du champ de bataille et la remettre n'importe où sur la table, mais à 9 pouces des unités ennemies. Donc en gros, à votre phase de mouvement, vous faites frappe en profondeur, une unité qui était déjà sur la table avant. Alors, elle ne peut pas rebouger après, mais vous pouvez éventuellement la faire bouger avec les manœuvres agiles si vous avez besoin, si l'ennemi vous tire dessus. Et donc ce stratagème-là, vous le lancerez gratuitement si vous cramez un dé de destin qui a fait un résultat de 3. Bon, c'est super utile pour 1 PC, voire 0 PC. Si vous avez un dé de destin qui a fait 3, vous allez pouvoir aller prendre la table comme vous voulez, sans rien garder en réserve. Donc ça vous offre des options tactiques de si mon adversaire se barre de chez lui, je peux aller lui prendre son objectif. Si par contre il reste chez lui, je peux garder mon unité sur la table et j'ai pas besoin de la faire arriver à un endroit déplaisant. Donc très très bien. On a ensuite le bouclier psychique qui coûte aussi 1 point de commandement. Vous ciblez une unité Eldar Infanterie Or Fantôme durant la phase de tir adverse. Et cette unité, qui est à 9 pouces d'un Psyker ami, va devenir agent solitaire à 18 pouces. Donc on peut pas lui tirer dessus. Enfin, les modèles ennemis ne peuvent pas lui tirer dessus, sauf s'ils sont à 18 pouces ou moins. Bon ça c'est pareil, très utile. On voit bien qu'on va avoir besoin de mettre des Psykers un peu partout, et que du coup les stratagèmes sont un peu les pouvoirs psychiques. Les stratagèmes représentent les pouvoirs psychiques des Psykers qu'ils lancent sur les unités à portée d'eux. C'est très fun, c'est très cool. Vous allez pouvoir le lancer gratuitement si vous cramez un dé de destin qui a fait un 6. Donc ça empêche l'ennemi de vous tirer dessus. C'est toujours excellent à avoir. Mais donc voilà, on voit qu'on va avoir besoin de mettre des spirites, des psycharques, des grands prophètes, des conclaves, un peu partout pour être sûr que ça fonctionne et que les unités fonctionnent bien les unes avec les autres. On a ensuite le pressentiment de terreur, ça joue à votre phase de commandement. Vous ciblez un Psyker de votre armée et une unité ennemie à 18 pouces qui est visible de votre Psyker, et elle fait un test d'ébranlement à -1. C'est situationnel, ça peut permettre d'empêcher l'ennemi de marquer des primaires durant sa phase, puisque c'est pendant la phase de commandement, pas la vôtre ou celle de l'adversaire, donc c'est flexible. Vous pouvez bloquer une unité pendant la phase de commandement ennemi, comme ça il ne pourra pas les marquer de secondaire. Pendant notre phase de commandement, si vous vous rendez compte que l'adversaire vous a pris un objectif, vous pouvez essayer de l'ébranler pour que vous gardiez vos points de primaire. Ça se lance gratos si vous avez un 1 à cramer sur les 6 dés de destin que vous avez jetés, donc c'est pas un mauvais stratagème, c'est très aléatoire, c'est de l'ébranlement, mais sur certaines armées ça marchera très bien, celles qui n'ont pas un commandement très élevé.
Averti à l'avance, ça coûte 1 PC, ça se fait en phase de combat. Vous ciblez une unité Azuriani Infanterie qui est encore une fois à 9 pouces d'un Psyker et qui se fait attaquer, encore une fois hors unité fantôme. Et l'ennemi va avoir -1 pour vous toucher et -1 pour vous blesser sur toutes ses attaques. Pour un PC, -1 touche, -1 blesse, c'est énorme. Ça permet d'augmenter incroyablement bien la résistance de n'importe quelle infanterie. Et vous pouvez le lancer gratos avec un DZ5 qui a fait un 2. Ça, celui-là, il est vraiment très très fort comme stratagème. On a ensuite Destin Inévitable qui coûte 1 point de commandement aussi. Ça se joue à la phase de tir Eldar. Vous prenez une unité infanterie qui est à 9 pouces d'un Psyker hors unité fantôme. Et ça va donner Ignore le couvert et +1 en PA dès que vous faites une blessure critique. Donc un 6 pour blesser. Donc ça c'est très bien aussi, vous avez plein d'unités qui ont des catapultes shuriken qui sont PA -1, donc s'il y a le couvert, vous avez plus de PA et donc vos armes sont nettement moins efficaces, donc c'est parfait, vous gardez votre PA, voire vous l'augmentez si vous faites des 6 pour blesser. N'importe quel guerrier aspect de tir qui n'a pas déjà ignore le couvert, donc pas les faucheurs et de mémoire pas les araignées spectrales qui elles aussi ignorent le couvert je crois, vous en profiterez. Et puis ça se lance gratuitement en cramant un dé de destin qui a fait un 4. On a ensuite la Furie d'Isha, ça se fait en phase de mouvement adverse, après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal d'avance ou de repli. Vous ciblez une figurine Psyker à 9 pouces de cette unité ennemie, et vous jetez 6d6, chaque 3+, fait une blessure mortelle. Donc on aura envie de mettre ces Psykers au devant de notre unité pour empêcher l'ennemi de s'approcher. Dès que l'ennemi s'approche pour essayer de vous reprendre un objectif, vous lui mettez en stat 4 blessures mortelles pour 1 point de commandement, voire gratos si vous avez un 5 à cramer sur vos dés de destin. C'est plus efficace que grenade pour le même prix, et en plus ça se fait en réaction à l'adversaire, donc c'est vraiment très très bien. Du coup, mon inquiétude initiale sur ce détachement, qui était que les stratagèmes puissent ne pas vraiment servir en fonction de la liste d'armées, en fait elle se vérifie pas. Tous les stratagèmes sont utiles, quelle que soit la liste d'armées que vous avez faite, puisqu'elle vous booste quasiment toujours dans les 2 phases ou dans votre phase de mouvement ou qu'elle gêne l'ennemi. Donc quelle que soit votre liste, ça marchera. Donc avoir potentiellement 6 stratagèmes gratos pendant une partie, c'est loin d'être mauvais. Et en plus, dans les améliorations, la première qu'on a, c'est l'œil lucide, ça coûte 30 points, là encore, prix codex, ça se met seulement sur un Psyker, et à votre phase de commandement, vous pouvez prendre un de vos dés de destin, et soit ajouter 1, ou retirer 1 à son score. Donc ça, vous allez le prendre à chaque fois si vous jouez ce détachement, puisque en gros, ça va vous permettre de quasiment vous assurer de toujours pouvoir lancer le stratagème gratuit dont vous avez besoin au tour où vous en avez besoin. Donc c'est cher à 30 points, mais voilà, vous avez un 3, vous le transformez en 4, et puis du coup, soudainement, vous pouvez passer le stratagème qui vous plaisait et dont vous aviez besoin pour ce tour. C'est super efficace. Donc vous le prendrez toujours pour manipuler un peu la chance. On a ensuite le Torque de Morai Heg, donc ça c'est 10 points, c'est aussi sur un Psyker. Et une fois par tour, en gros, vous vectez l'ennemi. Donc, un adversaire qui utilise un stratagème dans une portée de 12 pouces de votre Psyker va payer plus un CP sur ce stratagème. Et c'est une fois par tour. Pour 10 points seulement, ça vaut carrément le coup. Surtout qu'on a vu qu'il y a des stratagèmes qui font que vous avez envie de mettre votre Psyker devant. Parce que si l'ennemi s'approche, il prend des blessures mortelles. Non seulement il prend des blessures mortelles, mais en plus, vous augmentez le prix de ces stratagèmes. Donc, vous allez avoir des CP à foison parce que vous lancez des stratagèmes gratos. Mais l'ennemi, lui, il va devoir payer plus cher. Donc, c'est très bien. Rune de protection maintenant, ça coûte 35 points dans le codex, donc c'est très cher, ça se met seulement sur un Psyker, et toutes les figurines de l'unité du porteur gagnent un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles, contre les attaques psychiques, et les blessures critiques causées par les blessures dévastatrices. Alors je sais pas pourquoi ils ont reprécisé causées par les blessures dévastatrices, puisque les blessures mortelles, ça englobe déjà les blessures dévastatrices, quand on vous dit un insensible à la douleur contre les blessures mortelles, ça couvre aussi les blessures dévastatrices maintenant, depuis 2 data slides de mémoire. Je sais pas pourquoi c'est reprécisé, c'est beaucoup trop cher à 35 points pour ce que ça donne. C'est bien, Feel No Pain à 4 contre ces attaques-là, mais à 35 points, je pense pas que ça soit rentable, surtout quand on voit ce que peuvent joindre des Psykers Eldari. Pierre de Fureur Sorcière, elle, c'est 15 points, ça se met sur un Psyker aussi, et ça vous donne 12 pouces supplémentaires sur la portée des armes à distance psychique du porteur. Donc ça veut dire que votre tempête surnaturelle, elle passe à 36 pouces sur le Grand Prophète, ou votre lance chantante, vous la lancez à 24 pouces, donc c'est très très bien pour le prix, 15 points, ça les vaut carrément. Donc à voir maintenant, est-ce que le nombre de dés qui est le bon, c'est celui du codex ou celui de la preview Warhammer. Moi là, la capture que j'ai là, a priori c'est les derniers, donc ça doit être bien 6 dés. Avec 6 dés et la capacité de modifier à chaque round, enfin à chacune de vos phases de commandement, la valeur d'un dé, vous aurez toujours les stratagèmes qui vous intéressent, je pense, et tous les stratagèmes sont bons
dans cette armée-là, tant que vous jouez pas en tout cas d'unités fantômes. Donc je pense que ce détachement est pas mal du tout. Il y a de très bons outils aussi. Maintenant, on a le détachement des chevaucheurs du vent, donc ça c'est plutôt le détachement Simon. Vous avez donc la règle qui est chevaucher le vent. Vous pouvez placer des unités montées et Viper en réserve. Pendant la bataille, vous pouvez les faire arriver des réserves, mais en considérant toujours que le tour est un tour plus tard. C'est-à-dire que c'est plus facile d'arriver chez l'adversaire. Normalement, vous n'avez pas le droit de rentrer, par exemple, dans la zone de déploiement adverse avant le tour 3, sauf si vous avez frappé en profondeur. Bon, bah là, vous pouvez le faire dès le tour 2, par exemple. Donc, c'est très efficace. Ça vous permet de toujours menacer l'ennemi dès le début de la partie, en l'empêchant vraiment de se barrer de chez lui. Et puis, à la fin de chaque tour de l'adversaire, vous pouvez aussi reprendre 2 unités montées ou Viper qui sont sur la table et qui sont pas au corps à corps, et les remettre en réserve stratégique, du coup, pour les faire revenir. Bon, c'est 1 unité à 1000 points, 2 unités à 2000 et 3 unités à 3000. Donc c'est un peu le détachement hyper crypte, mais pour les Eldar. Et puis les unités chevaucheurs du vent deviennent aussi lignes. Alors, les stratagèmes, on a la mort vient du ciel, ça se fait en phase de tir Eldar ou en phase de combat. Vous ciblez une unité Azuriani montée ou Viper qui vient d'arriver des réserves à ce tour, et cette unité va pouvoir relancer tout le jet de blessure dès que l'unité fait une attaque. Donc ça va être très utile sur une Viper qui essaie de sortir un véhicule ou quelque chose comme ça, ou une unité d'infanterie, sur des lances étincelantes qui viennent d'arriver des réserves, la relance complète des blessures c'est pareil, c'est très fort, donc très très bon stratagème pour un CP, ça va vraiment être utile tout le temps. On a ensuite survol, ça se fait à la phase de tir Eldar ou à la phase de combat. Après qu'une unité montée de votre armée ait détruit une unité ennemie, vous prenez cette unité montée et elle peut faire un mouvement normal de 7 pouces. Donc bah ça c'est très bien, vous tirez sur votre cible avec la relance des blessures et ensuite vous vous rebarrez de 7 pouces du coup pour vous cacher ou reprendre une autre position ou marquer un objectif ou marquer un secondaire. Voilà, donc tant que vous êtes sûr de pouvoir détruire l'unité que vous attaquez, que vous avez chargée ou sur laquelle vous avez tiré, clairement ça vaut le coup et ça vous fait encore plus de mobilité par rapport à ce que vous pouvez déjà faire avec toute la règle d'armée. On a ensuite la tempête de l'âme pour 1 PC, ça se fait à la phase de mouvement Eldar. Vous ciblez une unité Azuriani montée ou Viper qui n'a pas encore bougé. Cette unité peut tirer même si elle avance ou si elle se replie. Ça c'est très bon, déjà vous le déclarez en phase de mouvement, donc ça vous donne plus de latitude, il y a plein de fois où vous deviez le déclarer en phase de commandement dans plein d'autres armées, là vous pouvez le faire direct phase de mouvement, donc c'est très fort, et en plus ça vous permet de maximiser le potentiel de chaque unité qui n'aurait pas détruit sa cible, qui s'est fait engager par l'ennemi à son tour, vous vous barrez, vous gardez toute latitude de jeu, c'est vraiment très bien, et ça vous donne tir et charge sans condition particulière, à part le type d'unité qui est de toute façon ce que vous jouerez déjà dans ce détachement, donc c'est très bon. On a ensuite Brave Cavalier, ça se fait à la phase de renfort Eldar. Vous ciblez une unité montée ou Viper qui est en réserve, et en gros vous pouvez la déployer sur la table, n'importe où, comme en frappe en profondeur, à 3 pouces d'unité ennemie. Alors, ils ont imprimé 3 pouces, c'est clairement 6 pouces, ça a été imprimé avant la dataslate. La dataslate a bien dit que tout ça c'était 6 pouces, pas 3 pouces, donc je pense que ça sera faqué dès le premier jour de la sortie du codex pour dire que c'est bien 6 pouces. Par contre, vous ne pouvez pas charger, sauf si vous avez utilisé le stratagème pour vous placer à plus de 9 pouces. Donc en gros, si vous arrivez depuis les réserves en mode normal, frappe en profondeur classique, même si vous n'aviez pas la frappe en profondeur, vous pouvez charger. Si par contre vous décidez de vous placer à plus de 6 pouces, mais à moins de 9, vous ne pouvez pas charger. Par contre, ça reste toujours utile, ça vous simplifie largement l'arrivée de ces unités qui ont des gros socs, sont des grosses figurines qui prennent pas mal de place. Si vous faites arriver une unité de 6 motojets, vous avez besoin d'un peu de place sur la table, même une Viper, c'est pas petit, donc vous serez content d'avoir cette place-là. Et puis surtout, vous arrivez des réserves, ça veut aussi dire que du coup, vous pouvez potentiellement relancer les blessures. Donc vous pouvez prendre toute la ligne de vue que vous voulez, relancer les blessures, et si vous reste des CP, vous pouvez en plus vous barrer après avoir tiré si vous avez éliminé l'ennemi. Bon, c'est un combo qui coûte 3 PC, mais qui quand même peut faire vraiment très mal. On a ensuite puissance de feu concentrée, ça se fait en phase de tir Eldar, ça cible une unité montée ou Viper qui n'a pas encore tiré, et vous gagnez +1 en PA sur toutes les attaques de tir jusqu'à la fin de la phase pour cette unité. Donc par exemple, des lances étincelantes avec leur lance laser, vous passez PA-3, des canons stellaires de Viper, vous passez PA-4, donc comme des armes à fusion, des catapultes ou canons shuriken, vous passez PA-2, donc c'est très utile. Si l'ennemi est à couvert, en gros, vous lui annulez le couvert. Et si l'ennemi n'est pas à couvert, vous faites encore plus mal. Donc ça vous permet, comme vous allez pouvoir prendre toujours les lignes de vue que vous voulez en Eldar avec tous les mouvements bonus que vous pouvez faire, là vous allez vraiment pouvoir vous positionner, avoiner l'ennemi pour un CP, c'est très bien.
On a ensuite évasion en spirale, ça c'est phase de tir adverse, vous ciblez une unité montée ou Viper qui est la cible d'une attaque de l'ennemi, et vous avez une sauvegarde invulnérable à 4+, sur l'unité pour un CP, donc ça c'est très très fort. Vous pouvez protéger toute votre unité de moto, votre Viper qui doit scorer quelque chose et résister jusqu'à la fin du tour. Vous voulez que l'adversaire rebondisse le plus possible avec du tir de saturation, et ben voilà, vous lui cassez complètement ses stats. Faut pas avoir trop de malchance quand vous jetez vos 4+, on sait toujours dans quel sens ça va, hein. Enfin on sait jamais d'ailleurs dans quel sens ça va, mais c'est un très très bon stratagème pour un PC. Les améliorations maintenant, on a la lame tirée en premier, ou la lame tirée, ça coûte 10 points dans le codex, c'est sur une unité montée seulement évidemment, et vous donnez scout 9 pouces à l'unité du porteur. Bah ça c'est super, vous allez mettre ça sur un grand prophète à moto, et puis avoir une unité de motojet qui peut scouter et faire ensuite son mouvement normal, voire son mouvement normal plus 2 pouces avec une manœuvre spécifique. Vous allez mettre ça sur un psycharque à moto qui va mener une autre unité, c'est vraiment très très bien, 10 points seulement, ça paraît pas cher, et c'est fort. Ensuite, on a le champ Mirage. Ça, selon le codex, ça coûte 25 points. Ça se met sur une figurine montée seulement. Ça donne -1 pour être touché sur toute l'unité du porteur, au tir et au corps à corps. Franchement, pour le prix, c'est très bien. -1 pour être touché, c'est toujours excellent. Vous avez un discrétion gratos, mais ça marche aussi au corps à corps. Donc vous allez pouvoir faire potentiellement une unité de moto qui va venir engluer l'ennemi et qui va être pénible à sortir. Ça peut être vraiment pas mal. Frappe de voyance ensuite, Sear Side Strike, dur à traduire celui-là. Psyker monté seulement. Les armes psychiques équipées par le porteur ont anti-monstre 2+, et anti-véhicule 2+. Alors là, vous avez par exemple sur un grand prophète à moto, une tempête surnaturelle, PA-2, dégâts D3, qui va blesser automatiquement tous les monstres et véhicules sur 2+, avec de mémoire D6 attaques. Bon voilà, ça c'est très bien. Hein, vous allez pouvoir faire super mal avec votre petite guêpe sur sa motojet, c'est très cool. Et vous avez ensuite Echo d'Ultanesh, ça c'est 20 points. Encore une fois, modèle monté seulement, hein, vous avez compris, c'est le détachement des motojets. À la phase de commandement, vous lancez un D6, sur 5+, vous gagnez un PC. Mais c'est sur 4+, si le porteur est dans le No Man's Land, en dehors de votre zone de déploiement, et c'est sur 3+, si le porteur est dans la zone de déploiement adverse. Donc ça veut dire qu'en fait, plus vous allez jouer, et plus ça va vous donner de CP. Au début de la partie, au premier tour, vous en gagnez sans doute pas, mais plus vous allez avancer dans la partie, et plus vous avez de chances de gagner des CP. Or, on sait qu'en général, c'est en fin de partie qu'on a besoin de ces CP le plus pour stabiliser nos attaques et pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc ça se combotte très bien. Pour 20 points, je pense que c'est excellent ça. Donc on voit un 3e détachement franchement solide, une bonne règle de détachement, de très bonnes options de stratagèmes pour booster les quelques unités du codex qui fonctionnent vraiment bien là-dedans, et des améliorations franchement pas mauvaises non plus. C'est pas du tout un mauvais détachement, il est très bien. Donc on va passer maintenant sur un détachement qui est peut-être un tout petit peu plus pété que les autres, pas forcément dans sa règle de détachement, mais dans ses stratagèmes. Alors c'est Lost Aspect, sa règle de détachement c'est la voix du guerrier, donc c'est le détachement qui booste l'avatar et les guerriers aspects, c'est le détachement Bieltan, c'est la cour du jeune roi, et donc dès qu'une unité guerrier aspect ou avatar de Kain tir ou combat au corps à corps, soit vous relancez les 1 pour toucher, soit vous relancez les 1 pour blesser. Donc c'est pas du tout une mauvaise règle, déjà parce que vous avez le choix, ensuite parce que certaines unités ont déjà des relances, soit pour toucher, soit pour blesser, donc vous tirez pas une balle dans le pied en prenant certains types d'unités, et ensuite parce que toutes les unités guerrier aspect ont maintenant bien ce mot-clé guerrier aspect, donc ça sera très simple de savoir ce que vous devez emmener. La règle de détachement est pas mal, mais c'est les stratagèmes qui sont vraiment forts. D'abord, vous avez jusqu'à leur dernier souffle, pour un PC, vous ciblez une unité guerrier aspect ou avatar qui se fait attaquer au corps à corps. À chaque fois que vous utilisez ce stratagème, vous pouvez retirer un jeton sanctuaire aspect de votre unité. Ça, c'est des jetons, c'est des espèces de mini-statues là que vous avez dans toutes les boîtes de guerrier aspect que Games Workshop a refait. On en avait aussi en Drukhari dans les incubes. Vous avez un jeton par tranche de 5 figurines. Ces jetons, dans les fiches des guerriers aspect, ils vous permettent, si vous les cramez, de transformer un jet pour toucher, ou enfin un dé pour toucher ou un dé pour blesser en 6 automatique. Là, à la place, vous pouvez aussi cramer un jeton sanctuaire, et à chaque fois qu'un modèle de votre unité est tué, il peut combattre sur 4+, si vous n'utilisez pas votre jeton, mais si vous utilisez votre jeton, c'est sur 3+. Donc déjà, vous allez voir que vous avez un combat en mourant sur 3+, sur toutes les unités aspect ou avatar de votre armée. Alors l'avatar, il n'a pas de jeton aspect, donc ça sera pour lui sur 4+, mais un avatar qui frappe en mourant, potentiellement ça fait très mal, et puis des unités de guerrier aspect de corps à corps en général, ça cogne assez fort aussi, et donc sur 3+, avoir 2 modèles sur 3 qui peuvent frapper, ça va être très bien. On a ensuite précision surnaturelle, ça vous coûte un PC, vous prenez une unité guerrier aspect qui n'a pas encore tiré, ça se fait que à la phase de tir,
et vous allez vous donner soit ignore le couvert, soit touche fatale, soit touche soutenue. Si par contre vous cramez un jeton de guerrier aspect, eh ben vous avez 2 aptitudes. Donc c'est très fort, ça vous permet par exemple avec des dragons de feu d'ignorer le couvert, donc de garder votre PA -4, mais en plus de faire touche fatale. Du coup d'aller chercher, pêcher quelques touches de Melta en plus. Ou alors vous avez touche fatale et touche soutenue sur les faucheurs noirs qui ont déjà ignore le couvert. Donc vous allez faire vraiment du volume de dégâts qui cognent. C'est un stratagème qui est très très bien, le fait de pouvoir le booster avec ces jetons le rend vraiment très puissant. Le stratagème suivant, c'est Sanctuaire aérien, c'est exactement le même que dans Lost de guerre, c'est à la fin de la phase de combat, vous prenez une unité Azuriani et un transport dans lequel l'unité pourra embarquer. Si votre unité est entièrement à 6 pouces du transport, elle peut embarquer dedans à la fin de la phase de combat. Je sais pas si c'était volontaire de le copier-coller, dans le codex il y a bien écrit Host Aspect dans le titre du détachement, donc j'imagine que c'était volontaire de faire un copier-coller du stratagème. Il est de toute façon très très bien, comme on l'a déjà vu dans l'autre détachement, vous pouvez sortir d'une ruine, tirer, vous replanquer à la fin de la phase de combat. Si l'unité ennemie s'est repliée et vous a laissé dans la pampa, vous pouvez vous cacher avec votre mouvement réactif qui vous amène à 6 pouces, avec votre manœuvre agile quand on vous tire dessus, et puis ensuite vous embarquez dans le transport à la fin de la phase de combat. Voilà, il y a plein de manières de le gérer, c'est vraiment très très bon. On a ensuite fin inévitable, là c'est à la phase de tir Eldar, vous prenez votre avatar qui n'a pas encore tiré, et vous passez l'attaque à distance de son arme, portée 18 pouces et dégâts 8. Normalement c'est dégâts D6 plus 2, mais là vous passez flat dégâts 8, donc le maximum, et puis vous augmentez la portée de 6 pouces. Donc c'est énorme, c'est un seul tir qui touche sur 2+, mais vous avez la relance des 1 pour toucher, donc vous toucherez toujours. Et ensuite c'est force 12, PA-4, dégâts 8. Donc vous allez finir n'importe quel véhicule léger d'une traite qui aura même pas de sauvegarde dans la plupart des cas s'il avait une save à 3+. Vous allez exploser la moitié des PV d'un Land Raider, vous allez commencer à déboîter du chevalier, voilà. C'est un stratagème exceptionnel, vous pouvez le refaire à chaque tour si vous avez envie, c'est vraiment très très bien. On a ensuite la concentration de guerrier, ça se fait à la phase de tir Eldar ou à la phase de combat, vous prenez une unité avatar ou une unité guerrier aspect, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un modèle de votre unité fait une attaque, vous ignorez tous les modificateurs que vous voulez ignorer, à l'ACC, l'ACT, la force, la PA et les dégâts, et tous les modificateurs qui pourraient affecter aussi le jet de touche. Pour un seul PC, donc vous ignorez tous les discrétions, vous ignorez tous les armures du mépris, vous ignorez toutes les règles qui divisent les dégâts par 2 ou qui retirent un dégât. Tout ce qui pourrait faire que vous tapez moins bien ou que vous tapez moins fort, ça dégage. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Le seul truc qui n'est pas ignoré, c'est les -1 pour blesser si jamais une unité a ça. C'est pour un PC, c'est juste incroyable. C'est probablement le meilleur stratagème de tout le jeu, je pense, pour une armée qui a accès à attrition. C'est vraiment très 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 fort. On a ensuite la vengeance de Kain, ça se fait en phase de mouvement adverse, après qu'une unité ennemie se soit repliée, sauf si c'est un monstre ou un véhicule. Vous prenez une unité avatar ou guerrier aspect qui était au corps à corps avec cette unité, et tous les modèles de l'unité ennemie doivent faire un test de fuite désespérée, et ce test se fait à -1 si l'unité est branlée. Donc je rappelle, fuite désespérée, sur un 1 ou 2, le modèle meurt, quel que soit son nombre de PV. Donc là, si l'ennemi est branlé, sur un 1, 2 ou 3. Donc chaque modèle a 50% de chance de mourir. En général, quand l'adversaire sait que vous avez ça et que vous avez un CP, il va juste pas vouloir se replier, il le fera pas. Sauf si c'est une unité qui vraiment coûte pas cher et très nombreuse ou qui peut revenir, parce que c'est trop risqué. Quand vous avez 5 Terminators et que vous allez en perdre 2 juste sur un mouvement de repli, vous le faites pas, c'est trop dangereux. Alors maintenant, les améliorations du détachement. La première, c'est le savant stratège, ça coûte 10 points. Vous mettez ça sur un autarque ou un autarque saut de voie, et vous allez augmenter de 1 le contrôle d'objectif de chaque guerrier aspect dans l'unité qui est menée. Donc évidemment, de toute façon, c'est bien là-dedans que vous alliez mettre vos autarques dans ce détachement, dans des unités guerrier aspect. Ils sont tous au C1, sauf les lances étincelantes, qui de toute façon, eux, peuvent pas être menés. Donc ça, c'est très bien pour 10 points, ça vous fait des guerriers aspect au C2, donc c'est beaucoup plus facile d'aller reprendre des objectifs. On a ensuite la pierre scintillante, ça coûte 15 points, ça va sur un autarque ou un autarque saut de voie, et ça vous donne -1 pour être blessé au tir sur toute l'unité de guerrier aspect menée par le porteur. Donc ça, c'est pareil, c'est excellent, vous avez une unité de corps à corps qui va arriver en très bon état parce que les tirs auront été beaucoup moins forts sur vous, ou une unité de tir qui peut rester exposée, va prendre un peu de dégâts, mais va être beaucoup moins facile à sortir. Donc pour 15 points, franchement ça vaut le coup, c'est pas très cher. On a ensuite l'aspect du meurtre, ça c'est 30 points, ça va sur un autarque ou un autarque saut de voie aussi, vous ajoutez un dégât aux armes de mêlée du porteur, et elle gagne aussi précision, ça vous donne des lames de Banshee qui dans le codex du coup sont toutes passées dégâts 2,
bah là vous passez dégâts 3 avec la lame de Banshee, ou la Vouge, qui pareil passera dégâts 3, donc bah ça donne un peu plus de punch à l'Autarque qui va commencer à vraiment faire mal. Le manteau de sagesse, enfin, lui c'est 35 points, c'est très cher, ça va sur un autarque et un autarque saut de voix, et ça donne les 2 bonus du détachement en même temps sur l'unité de guerrier aspect qui est menée. Donc vous avez la relance des touches de 1 et la relance des blessures de 1 à chaque fois que vous attaquez ou que vous tapez au corps à corps. Donc bah ça sera pas utile sur toutes les unités de guerrier aspect, certains ont déjà des relances, mais je pense que ça c'est un truc qu'on prendra systématiquement pour avoir une unité qui a le plus de punch possible, je pense qu'on le veut. Là, clairement, on voit que ce détachement-là, il a vraiment des outils très 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 forts pour aller faire mal. Je pense que sa faiblesse, c'est que bah, c'est des unités qui vont coûter cher en points, donc vous aurez une armée qui n'est pas forcément très populeuse sur la table. Par contre, c'est une armée qui va vraiment faire très très mal. Hein, le frappe en mourant, c'est très fort. La capacité d'avoir et touche fatale et touche soutenue pour un PC contre un de vos 2 jetons guerrier sanctuaire si vous avez des unités de 10, ce que vous allez probablement vouloir jouer en guerrier aspect dans ce détachement. Bon bah là c'est pareil, pour un PC c'est vraiment très très fort. Réembarquer dans un transport, l'avatar qui passe dégâts flat 8 où vous jetez même pas le dé, c'est quand même vraiment incroyable. Probablement un des stratagèmes les plus puissants du jeu qui permet d'ignorer tous les modificateurs à la touche, au dégâts, à la force, à la PA, vous empêchez l'ennemi de se prémunir de quoi que ce soit quand vous le tapez sur toute l'unité. Voilà, il y a vraiment des outils surpuissants, je pense que c'est, à mon avis en tout cas, un des meilleurs détachements du codex. Il est vraiment très très bon celui-là. On a ensuite le Conclave Spirit, ça c'est plutôt le détachement guerrier fantôme, donc c'est plutôt le détachement Iyanden. Donc la règle c'est le guide des morts, le berger des morts. Dès qu'une unité Psyker de votre armée est détruite par une unité ennemie, cette unité ennemie gagne un jeton de mort vengeur. À chaque fois qu'une unité fantôme de votre armée attaque une unité ennemie qui a ce jeton de mort vengeur, vous ajoutez plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Ça se cumule pas, si l'unité ennemie a 3 jetons, c'est toujours que plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser. Mais en gros, c'est le Votann des Eldari, sauf qu'il y a besoin que d'un seul jeton pour avoir le bonus. Par contre, il faut que l'ennemi ait tué un Psyker, une figurine Psyker, pas forcément une unité. Mais bon, bah ça va être un petit peu plus compliqué parce que bah, vous allez être obligé de sacrifier vos Psykers pour gagner votre bonus. Or, les Psykers, si vous les gardez à 12 pouces de vos gardes fantômes, guerriers fantômes ou seigneurs fantômes, ces unités gagnent la règle d'armée, le battle focus, donc toutes ces petites manœuvres réactives. Donc vous n'avez pas vraiment envie de les perdre, d'autant plus que les spirits, on le verra dans la vidéo qui parle des unités et des coups en points, ont des bonus qui sont franchement pas négligeables sur les unités qui sont apportées. Donc vous allez sans doute vouloir jouer des petites unités de Psyker que vous sacrifiez volontairement pour donner le bonus. La mécanique me plaît pas, moi, forcément beaucoup. Et ensuite, vous avez l'autre bonus qui est les gardes et les guerriers fantômes deviennent lignes. Donc bah, vous pouvez prendre 6 unités de chaque. Sachant que comme maintenant, les gardes et guerriers fantômes sont limités à 5 par unité et non plus à 10, et bah ça vous fera pas de mal de pouvoir toujours en aligner 30 de chaque. Alors les stratagèmes, le premier c'est l'œil du prophète, ça coûte 1 point de commandement, ça se fait à la phase de tir Eldari ou à la phase de combat. Vous prenez une unité Psyker et une unité fantôme qui est à 12 pouces de ce Psyker. L'unité fantôme peut ignorer tous les modificateurs à la PA et tous les modificateurs aux dégâts sur ses attaques sur une unité qui est visible du Psyker. Donc vous ignorez les dégâts divisés par 2, les dégâts passés à 0 par, je sais pas, un Tech Marine en Iron Storm, les armures du mépris. Donc attention par contre, ça n'ignore pas le bénéfice du couvert, puisque le bénéfice du couvert ne modifie pas votre PA, mais modifie la sauvegarde d'armure de l'unité qui a couvert. Donc ça sera utile contre certaines armées, contre des Space Marines, bah en gros son armure du mépris, bah non. Voilà, vous pouvez dire non, là t'auras pas le droit de le faire en fait, ça sert à rien, enfin tu peux toujours le faire mais ça sert à rien, mais ça sera pas utile contre tout le monde, ça reste quand même un très bon stratagème puisque ignorer tous les modificateurs aux dégâts, ça c'est un truc qui permet de sortir de manière beaucoup plus simple tout ce qui est les cétanes, ce genre de choses, donc on est très content de l'avoir. Armure de moelle spectrale ensuite, ça coûte 1 CP aussi, ça se fait à la phase de tir ennemi ou à la phase de combat. La cible c'est une unité fantôme hors titanesque qui s'est fait attaquer par l'ennemi. Et en gros, bah, vous allez faire -1 dégâts sur les attaques qui ciblent cette unité jusqu'à la fin de la phase. Donc là, il faut bien voir que quand par exemple des Space Marines pour un PC, eux ils ont -1 à la PA, vous avez -1 aux dégâts. Pour un PC, vous pouvez le faire sur un Seigneur Fantôme, vous pouvez le faire sur des Gardes Fantômes, vous pouvez juste pas le faire sur un Chevalier Fantôme. -1 dégâts, c'est très 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 fort pour un PC. Les autres armées ont ça en général sur un type d'unité très spécifique ou un véhicule. Et en général, c'est sous condition en plus. Bon, bah là, c'est un très très bon stratagème. Lame de l'au-delà, ensuite, pour un PC en phase de combat, vous ciblez une unité guerrier, seigneur ou chevalier fantôme
qui n'a pas encore combattu. Ces armes de mêlée gagnent blessure dévastatrice. Bah là c'est pareil, pour un PC, blessure dévastatrice sur des trucs qui sont déjà quand même des vrais moulins au corps à corps. Vous avez un chevalier fantôme qui du coup a 15 attaques, dégâts 2 avec son attaque de balayage. Donc en stade vous allez faire déjà 4 blessures mortelles juste avec les blessures dévastatrices sur vos jets pour blesser, puisque vous allez toucher quasi auto. Les gardes fantômes, une unité de 5 peut faire 25 attaques, dégâts 2, qui touchera du coup mieux si vous avez un spirit à côté. Je suis pas sûr que ça soit une règle qui existe beaucoup dans d'autres armées ou dans d'autres codex. Je trouve ça un peu fort pour un PC. Maintenant, comme la plupart des unités du codex ont perdu blessure dévastatrice, la plupart des armes du codex qui avaient blessure dévastatrice l'ont perdu. Bon, c'est une manière de le retrouver. Et puis, ça ne cible que les unités fantômes où vous pourrez pas non plus en avoir 80 000 sur la table. Donc, ok. On a ensuite le pont des âmes, ça coûte 1 point de commandement, ça se fait à votre phase de commandement. Vous ciblez une unité garde fantôme, guerrier fantôme ou seigneur fantôme, et un psyker ami de votre armée. Et en gros, votre unité fantôme, elle est considérée comme étant à 12 pouces, non pas 2 pouces comme je l'ai écrit, mais à 12 pouces du psyker jusqu'à la prochaine phase de commandement pour toutes les aptitudes. Donc ça lui donne accès à la règle d'armée de Battle Focus, et ça donne aussi accès au bonus que le Spirit peut donner aux gardes fantômes. C'est quelque chose qui est dans la fiche d'unité des gardes et des guerriers, enfin des unités fantômes. Ça leur donne en gros +1 pour toucher et commandement à 6 au lieu de commandement à 8 quand ils sont à 12 pouces d'un psyker. Donc c'est très utile en fin de partie quand quasiment tous vos psykers se sont fait sniper, parce que les psykers ne mènent plus les unités, ils sont en agent solitaire derrière ou à 12 pouces. Donc ils finiront par y passer tour 3 ou tour 4. Si vous reste un psyker qui est un peu planqué dans une rig quelque part, vous pouvez toujours l'utiliser pour donner le bonus à une unité là où c'est critique. Donc ça sera très bien. On a ensuite le jeton d'esprit, ça se fait en début de phase de mouvement, vous ciblez une unité garde fantôme ou une unité guerrier fantôme, et en gros vous lui donnez le sticky objectif, donc l'objectif sur lequel vous étiez au début de votre phase de mouvement reste sous votre contrôle jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne. Bon ça c'est indispensable, hein. Vous n'aurez pas beaucoup d'unités parce que vous allez blinder sur les unités fantômes, donc vous avez besoin de pouvoir libérer ces unités et pas les laisser bloquer des objectifs, donc ça sera très utile, c'est un stratagème qui de toute façon est toujours top pour n'importe quelle armée et n'importe quel détachement. On a ensuite enjambée écrasante, ça se fait en phase de charge, juste après qu'une unité guerrier fantôme, chevalier fantôme ou seigneur fantôme vient de finir un mouvement de charge. Vous ciblez cette unité et vous jetez soit 1d6 par figurine dans l'unité si c'est des guerriers fantômes, soit vous jetez 4d6 si c'est un seigneur fantôme, ou vous en jetez 6 si c'est un chevalier. Sur chaque 3+, vous faites une blessure mortelle. Donc c'est une sorte de mini-attaque de char. Faut voir que ni les seigneurs fantômes ni les chevaliers fantômes ne sont véhicules, donc ils n'ont pas accès au tank choc, à l'attaque de char. Bon là ça le donne dans ce détachement là, et ça le donne aussi aux guerriers fantômes. Sur des 3+, en plus, c'est bien, vous avez une unité de 5, vous allez faire en stade potentiellement 3 blessures mortelles. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Maintenant, les améliorations. Alors, la première, c'est la lumière de clarté. Selon le codex, c'est 40 points. Ça se met sur un spirit seulement. Et en gros, à la phase de commandement, vous prenez votre spirit et une unité fantôme à 12 pouces de lui. Et vous pouvez donner à cette unité +1 en OC si c'est des figurines infanterie, ou +3 en OC si c'est des figurines monstres. Donc c'est utile pour passer des gardes ou des guerriers en OC 2 au lieu de OC 1, passer un seigneur fantôme en OC 6, ou un chevalier fantôme en OC 13, donc c'est très cher à 40 points, mais c'est sûr que ça va vous permettre de reprendre des objectifs à l'envie, à votre phase de commandement, là où vous en avez besoin, tant que le spirit est à 12 pouces de l'unité, donc c'est pas une mauvaise amélioration. Je pense que 40 points c'est un peu cher, mais c'est fort. On a ensuite le bâton de Kurnous, ça se met là encore aussi sur un spirit. À votre phase de commandement, vous avez une unité fantôme à 12 pouces du porteur qui va gagner précision sur ses blessures critiques jusqu'à la prochaine phase de commandement. Donc les 6 pour blesser font des touches qui ont précision, sauf sur les unités titanesques. C'est très très anecdotique. Les unités fantômes, c'est des unités qui sont capables de laver ce sur quoi elles tirent, plus le perso qui est dedans, avoir précision, l'intérêt est assez limité. Après, si vous avez 10 points qui traînent, pourquoi pas vous mettez ça plutôt que de rien mettre. On a ensuite rune de brouillard, ça coûte 30 points, ça va encore une fois que sur un spirit. À votre phase de commandement, vous prenez une unité fantôme à 12 pouces du porteur, et elle va gagner le bénéfice du couvert contre les attaques ennemies, sauf si l'ennemi est à 18 pouces. C'est pas forcément fantastique, on a déjà le bénéfice du couvert quasiment partout en 10e édition. Il y a des ruines partout, on a toujours au moins une figurine à couvert,
Maintenant, si on a eu besoin de s'exposer, qu'on a besoin de rester debout sur un objectif, bon bah ça réduit la PA ennemie de 1, c'est toujours bien. Ça semble un peu cher à 30 points, sachant que ça marche que sur une unité qui est dans les 12 pouces et que ça se déclare en phase de commandement quand on sait pas encore exactement ce sur quoi l'adversaire va vouloir tirer, puisque c'est à votre phase de commandement, bon, à voir. On a ensuite devoir supérieur, ça c'est 35 points selon le codex, ça va aussi que sur un spirit, et une fois par tour, l'unité du porteur peut faire un mouvement de 6 pouces si l'ennemi s'approche à 9 pouces. Alors le problème c'est que les spirits n'ont plus, a priori, dans le codex, la capacité meneur. Ils ne peuvent pas rentrer dans une unité, ils sont agents solitaires quand ils restent à 3 pouces d'une unité fantôme, mais ils sont obligés de rester loin, ils peuvent pas rentrer dans l'unité. Donc l'unité du porteur, bah il y en a pas, l'unité du porteur c'est lui-même. Donc ça n'affecterait que le spirit qui du coup peut se barrer si on s'approche de lui. Dans ce cas-là, c'est trop cher, ou alors c'est une erreur d'écriture et ils ont oublié de le réécrire en mode vous choisissez une unité dans les 12 pouces du porteur et elle gagne cette aptitude jusqu'à la fin du tour. Je sais pas trop, là à 35 points, je vois pas trop. Oui, ok, vous pouvez vous faire barrer votre spirit pour éviter qu'il se fasse attaquer par quelqu'un d'autre et qu'il reste en agent solitaire. Ouais, ok, éventuellement ça peut servir à ça, oui, l'ennemi s'approche à 9 pouces, vous vous barrez de 4 pouces, du coup l'ennemi est à 13 et donc il peut plus vous tirer sur votre spirit. Ça peut être une solution pour s'assurer que le spirit reste en vie. Dans ce cas-là, 35 points c'est un peu cher quand même. Alors c'est pas un mauvais détachement, les stratagèmes sont potentiellement très bons. Par contre, bah, la problématique, c'est ce truc des jetons de mort vengeur, là, où il faut que vous perdiez vos psykers. Donc vous avez besoin de vos psykers pour booster vos unités, qu'elles soient capables de toucher correctement à +1, parce que sinon c'est du 4+, qu'elles soient capables d'avoir un commandement à 6 au lieu de 8, et en plus pour leur donner la règle d'armée, donc vous n'avez pas du tout envie de les sacrifier, mais en même temps vous êtes obligé de les sacrifier pour gagner vos +1 pour toucher, +1 pour blesser, sur une seule unité sur l'armée. Bon... je sais pas trop le bonus de détachement, je sais pas, à voir en partie. Maintenant par contre les stratagèmes eux sont bons et les améliorations sont ok. Donc là encore, pas un mauvais détachement, mais il va demander un peu de réflexion pour savoir dans quel cadre on arrive vraiment à le jouer correctement. On a ensuite Lost de bataille de gardiens, donc ça c'est plus un détachement vraiment basé sur les gardiens, donc ceux qui étaient anciennement dans des sanctuaires aspects, mais qui ont réussi à s'écarter de cette voie-là et qui peuvent être encore mobilisés quand le vaisseau monde a besoin d'eux. Donc leur règle de détachement c'est défendre à tout prix. Quand une unité vengeur lugubre, gardien, arme de soutien ou marcheur de guerre attaque, l'unité va gagner +1 pour toucher si l'unité ennemie est sur un objectif. Donc ça cible les gardiens défenseurs ou les gardiens de choc. De mémoire, les gardiens du vent ont aussi le mot-clé gardien, mais à vérifier. Les armes de soutien, les 3 unités, puisque maintenant elles ont été découpées en 3 unités avec 3 armes différentes, de toute façon elles peuvent rejoindre des unités gardiens, donc elles auront le mot-clé gardien. Les marcheurs de guerre et les vengeurs. Tout va passer du coup en touche à 2+ quand vous attaquez des objectifs, puisque toutes ces unités touchent à 3. Donc pourquoi pas, c'est pas une mauvaise règle. Par contre, ça vous contraint vraiment sur une armée plutôt infanterie pas chère de masse. Et on va voir que les stratagèmes et les améliorations vont aussi un peu dans ce sens. Mais vous allez voir que le détachement est franchement pas mauvais non plus. Alors, premier stratagème, les salves protectrices à 1 PC, ça se fait en phase de tir, Eldar ou à la phase de combat. Vous prenez une unité vengeur ou une unité gardien qui n'a pas encore tiré ou combattu, et vous relancez tout le jet pour blesser si vous attaquez une unité ennemie qui est sur un objectif. Donc ça c'est vraiment très très bien pour un PC. C'est des unités gardiens ou vengeurs, elles sont pas incroyablement létales, hein, c'est des catapultes shuriken ou des armes de corps à corps de base force 3 sans PA pour les gardiens de choc, mais le potentiel de dégâts sur de l'infanterie, même à haute endurance, est potentiellement élevé. L'ennemi de toute façon doit aller se mettre sur des objectifs. Donc vous allez pouvoir l'attaquer sur des objectifs, et puis ne pas oublier que les armes d'appui rejoignent les unités de gardiens maintenant, et donc elles auront le mot-clé gardien, et donc elles vont aussi relancer les blessures. Donc ça va quand même potentiellement taper pas mal, et ça va vous permettre de sortir l'ennemi des objectifs et de l'empêcher de marquer, donc c'est un bon stratagème. Maintenant on a le nœud de bouclier, ça c'est un PC, ça se fait en phase de tir ennemi ou en phase de combat, vous prenez une unité vengeur ou une unité de gardien qui vient de se faire attaquer, et vous avez -1 pour être blessé si votre unité est sur un objectif. Donc c'est très utile, ces unités sont endurance 3, donc on va souvent vous blesser à 3+, parfois à 2+, ça va vous ramener sur de la blesse à 4, ça rend pas l'unité incroyablement résistante, mais c'est quand même pas dégueu, ça évite de perdre trop de figurines contre des petites unités ennemies. On voit vraiment le gameplay du détachement qui est vraiment focus sur prendre des objectifs, rester sur les objectifs et empêcher l'ennemi de rester dessus en lui faisant plus mal. Ça va vraiment être ça tout le gameplay de ce détachement-là. On a ensuite la vengeance de Vol à 1 PC, ça se fait à la phase de tir ennemi ou à la phase de combat, juste après que l'ennemi vous ait détruit une unité de vengeur ou de gardien.
Là, vous prenez une unité de marcheur de guerre, et cette unité va pouvoir tirer comme si c'était votre phase de tir à vous. Par contre, elle ne peut tirer que sur la cible qui a détruit votre unité, et vous ne pouvez pas spammer ce stratagème, c'est une fois par round seulement. Dans un autre détachement, vous avez le tir en retour sans condition pour un PC. Je ne sais plus quel détachement c'est, mais vous avez la capacité de tirer en retour pour un PC sans restriction. Celui-ci semble ok pour un PC, c'est probablement l'autre qui est un peu fort. Ça va être très situationnel, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une unité de marcheurs de guerre derrière vos gardiens qui ait la même ligne de vue et que l'ennemi ait détruit vos gardiens et que vous soyez à portée avec votre marcheur. Bon, vous n'allez pas le spammer celui-là. Hein. Ensuite, on a l'heure de frapper, ça c'est un PC, ça se fait en phase de mouvement. Vous prenez une unité de gardien de choc qui n'a pas encore bougé. Cette unité, quand elle avance, fait une avance auto à 6 et elle a avance et charge et avance et tire. Donc elle garde toute capacité d'action. C'est très utile. Les gardiens de choc, c'est franchement pas très menaçant, hein, au corps à corps en tout cas. Ils ont chacun 2 attaques d'armes de corps à corps de base, force 3, 100 PA, dégâts 1. Par contre, il y a quand même quelques lance-flammes, quelques armes à fusion là-dedans. C'est pas si mal. À mon avis, on l'utilisera plutôt pour aller augmenter la portée de menace et aller charger une unité ennemie qui est sur un objectif. Vous allez bouger à 7 pouces, potentiellement avec un jeton de Battle Focus, vous allez pouvoir bouger à 9 pouces. Ensuite, vous faites une avance auto à 6, donc vous vous faites au moins 13, potentiellement 15 pouces. Et ensuite, une charge moyenne, c'est 7 pouces, donc vous faites de 20 à 22 pouces de menace pour aller mettre des figurines OC2 sur un objectif contre l'adversaire. Vous le tuerez peut-être pas, mais vous allez le bloquer, lui faire mal, avec plein de petits corps sur les objectifs, et puis vous pouvez ensuite vous mettre un -1 pour blesser au tour d'après pour qu'il vous sorte pas trop vite. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Vous augmentez la portée de menace de vos gardiens de choc pour qu'ils aillent spammer les objectifs avec du volume, et ça c'est franchement pas mal. On a ensuite les lames d'Azurian, donc ça c'est à la phase de tir Eldar. Vous ciblez une unité vengeur ou une unité gardien, et jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir de ces modèles ont la capacité pistolet, donc ça vous permet en gros de tirer au corps à corps. Bon bah vous pouvez pas forcément trop vous replier et tirer, si vous êtes fait coincer mais que vous allez vous faire hacher menu au corps à corps, bah ça peut dissuader l'ennemi de se dire ok bah je vais te charger avec une petite unité bidon, t'arriveras pas à me tuer, j'arriverai pas à te tuer mais au moins t'es coincé. Bon bah là la petite unité bidon vous la déboîtez au tir avec vos catapultes shuriken et c'est plié, donc bah ça peut être intéressant pour vous sortir de certaines situations un peu pénibles et enlever l'ennemi des objectifs, ou juste réduire le volume de figurines ennemies pour être sûr qu'il vous met pas plus d'OC que ce que vous mettez. On a ensuite le coup de la victoire, ça se fait en fin de la phase de combat adverse. Vous prenez une unité gardien qui n'est pas au corps à corps, vous l'enlevez du champ de bataille et vous la mettez en réserve. Mais attention, il y a une subtilité, quand vous faites ça, vous ramenez chaque modèle de l'unité qui a été détruit. Donc l'unité retourne full vie, complète, avec toutes ces figurines qu'il y avait dedans. Alors, les figurines gardiens, donc les armes d'appui, a priori, ne reviennent pas, seulement les gardiens. Mais c'est quand même très bon. Vous avez un PC, non seulement pour remettre une unité en réserve, mais en plus vous la soignez complètement. Et il n'y a pas de limite de une fois par bataille, comme les stratagèmes qui permettent de ramener une unité à la vie, parce que vous ne ramenez pas une unité à la vie, vous guérissez une unité à qui peut rester un seul modèle. C'est, je pense, le meilleur stratagème du détachement. Je pense pas que ça soit pété non plus, parce que les gardiens sont très faciles à éliminer. Ça va juste obliger l'adversaire à s'assurer qu'ils sont vraiment tous morts, parce que s'il en laisse qu'un seul, et en fait, c'est comme s'il avait pas du tout abîmé l'unité à la fin du tour. Donc il va être obligé de concentrer ses tirs pour vous sortir, et ça va encore une fois dans ce gameplay de vous allez mettre plein de corps de gardiens sur la table qui font sur les objectifs, qui sont durs à sortir avec les stratagèmes, qui tapent un petit peu plus fort. C'est pas un détachement d'attrition ou de dégâts, c'est un détachement de je me pose sur les objets et tu vas pas me sortir et je vais revenir tout le temps. On a ensuite les améliorations qui vont un peu dans ce sens-là aussi. On a champion des vaisseaux monde, 25 points sur n'importe quelle figurine personnage. Le porteur a OC 5. Donc là, vous mettez ça sur un personnage à motojet, soit qui est tout seul, soit qui mène une petite unité de 3 figurines. Vous allez reprendre n'importe quel objectif très très facilement à peu près n'importe quelle petite unité de secondaire. Donc c'est parfait, ça on va le prendre à chaque fois. On a ensuite le chemin éthéré. Pour 30 points, vous pouvez donner infiltrateur à 2 unités gardiens. Donc là c'est pareil, c'est excellent, vous allez pouvoir faire plein d'écrans en début de partie, vous allez pouvoir bloquer les mouvements avec des grosses unités de gardiens, vous allez pouvoir potentiellement faire une charge tour 1 avec vos gardiens de choc pour bloquer l'ennemi. Si vous êtes joueur 1, vous infiltrez vos gardiens, vous faites votre mouvement plus votre avance auto à 6 avec le stratagème, plus la capacité de charger du coup, vous allez bloquer l'ennemi tout de suite dans une unité un peu trace de frein qui sort pas. Et si l'ennemi attaque ces unités de blocage,
mais qui laisse un seul bonhomme en vie, et ben vous la reprenez à la fin de son tour et elle revient en entier pour un PC. Donc le gameplay est quand même pas dur à comprendre pour le détachement. On a ensuite protecteur des voies, ça c'est 20 points. Si le meneur mène une unité de vengeur ou de gardien, il peut leur donner tir en état d'alerte pour 0 CP. Et en plus, on touche sur 5+, en tir en état d'alerte, ou on tire sur 4+, si l'unité est sur un objectif que l'on contrôle. Donc en gros, c'est la règle que les Vengeurs avaient en index, sauf que là c'est une amélioration que vous donnez à l'unité que vous voulez, et du coup la règle des Vengeurs, je sais plus ce qu'ils ont mis dans le codex, on en parlera dans l'autre vidéo, mais c'est plutôt mieux que le tir en état d'alerte gratuit. Donc c'est pourquoi pas, c'est une bonne amélioration, si vous allez de toute façon avoir ce gameplay de « je veux asseoir mes grosses unités avec plein de petits corps fragiles sur des objectifs, et donc dès que l'ennemi s'approche, vous prenez n'importe quelle opportunité de le shooter, donc avoir de l'Overwatch, du tir en état d'alerte sur 4+, sur des grosses salves de catapultes shuriken, qui sont maintenant PA-1 partout, c'est pas mal. Hein. On a ensuite le souffle de Vol, ça c'est 10 points, ça va sur les figurines Azuriani, donc n'importe quel perso. Ça donne la relance des touches, du nombre de touches que vous faites sur les lance-flammes des unités de gardiens de choc qui sont menées par ce personnage, et aussi la relance des dégâts des armes à fusion pour cette unité de gardien de choc. Donc là encore, dans le cadre de votre unité de gardien de choc missile qui va avancer à 6 pouces, tirer et charger, vous maximisez le potentiel de dégâts en ayant le maximum de touches de lance-flamme, le maximum de dégâts avec vos fuseurs, et ensuite vous allez vous coller sur l'ennemi pour qu'il bouge plus, et vous essayez de le bloquer comme ça. C'est très très bien. Donc là, on est un peu sur le même gameplay que ce qu'on a pu voir en AdMech avec la cohorte de chasse Skitari. Vous allez être moins résistant, mais n'oubliez pas que vous allez mieux toucher. Donc vous avez des gardiens qui vont toucher à 2+ un peu partout, des marcheurs qui vont toucher à 2+, des armes de soutien qui vont toucher à 2+. Vous avez toujours toute la mobilité de l'armée Eldar pour foncer, prendre les objectifs, contrecarrer les manœuvres adverses, vous recacher dans le tour adverse, ou aller vous remettre sur l'objectif dès que l'adversaire vous tire dessus. Et en plus, ici, vous avez toutes les astuces pour retourner en réserve, soigner une unité de gardien, avoir de la projection sur des gardiens de choc, infiltrer des unités. Donc vous avez un détachement qui est en mode contrôle de la table, secondaire et objo, et qui à mon avis, celui-là va probablement être pas trop mauvais en tournoi. Peut-être pas fun à jouer ou à affronter si vous jouez vraiment le spam de gardien, mais pas débile non plus, je pense qu'il est cool celui-là. On a ensuite notre détachement Inari, qui sont les dévots d'Inéad, donc ça c'est le mix Eldar et Drukhari. Alors les unités Inari se sont fait un petit peu jarter du codex Eldar. Vous n'avez plus accès à beaucoup de choses. Les fléaux, les hélions, l'élite Esperax, tout ça, il n'y a plus. Le ravageur non plus. Donc, si vous aviez une collection plutôt axée Inari, vous allez être un peu dégoûté de ce codex, d'autant plus que vous n'avez du coup qu'un seul détachement pour les représenter. Par contre, les règles sont pas mauvaises. Donc, en gros, vous avez 3 règles que vous pouvez faire. La première, c'est à la fin de la phase de tir adverse, si l'ennemi a détruit une unité Inari ou plus, vous pouvez prendre une unité Inari de votre armée qui peut faire du coup un mouvement normal, sauf unité titanesque. Donc, à savoir que toute l'armée aura le mot-clé Inari quand vous jouez en Inari. Vous prenez des unités qui ont le mot-clé Inari, et toutes les unités Azuriani que vous rajoutez gagnent aussi le mot-clé Inari. Donc toute votre armée est affectée par la règle de détachement. La deuxième règle, c'est plus ou moins une manœuvre agile supplémentaire, juste pour ce détachement-là. En gros, quand vous utilisez la manœuvre Fade Back, donc repli stratégique, qui vous permettait de faire un mouvement de D6+1 quand on vous tire dessus, et là, au lieu de faire un mouvement de D6+1 normal, vous pouvez faire un mouvement de D6+1 qui vous permet d'engager l'ennemi si c'est cette unité-là qui a déclenché la manœuvre. Donc par exemple, vous avez une unité qui est à 6 pouces de vous, ou 7 pouces de vous, qui vous tire dessus, et vous jetez votre dé, si vous faites 6, et vous arrivez au corps à corps avec eux, au lieu de vous barrer, vous l'engagez, et donc le reste de l'armée ennemie ne peut plus vous tirer dessus, et du coup, au corps à corps, vous tapez en premier, puisque vous êtes dans le tour adverse. Donc potentiellement, vous avez des incubes que vous avez placés bien collés à l'adversaire, il vous tire dessus, vous le chopez comme ça, en utilisant un de vos jetons de Battle Focus, ça c'est très bien. Et puis la dernière règle, c'est au début de la phase de combat, vous prenez une unité Inari de votre armée qui n'est pas titanesque, qui est en dessous de sa force de départ, et cette unité va gagner combat en premier. Donc là, par exemple, vous avez des incubes, combat en premier, il suffit qu'un seul modèle ait été tué par un petit tir indirect à la con, une petite grenade ou un truc comme ça, et soudainement, votre unité peut avoir combat en premier, et en plus, vous choisissez en début de phase de combat. Donc ça veut dire que dès le tour 2 ou 3, concrètement, toute unité qui n'a pas été détruite va être une énorme menace pour l'adversaire. Et vous pouvez utiliser toutes ces règles dans le même tour, il n'y a pas de limite particulière. Hein. Donc c'est un très très bon détachement. Donc par contre, si vous jouez ce détachement, vous devez inclure soit Ivrain, soit Linkarn dans votre armée.
et un des deux doit être votre seigneur de guerre. Toutes les unités Azuriani, sauf les héros épiques, gagnent aussi le mot-clé Inari, donc vous pouvez les jouer, et ils bénéficient tous de la règle de détachement. Sachant que si vous mettez Yvraine ou l'Incarne dans votre armée, vous ne pouvez de toute façon pas prendre un seul autre héros épique du codex Eldar, donc le fait que les autres héros épiques ne gagnent pas le mot-clé Inari, vous en foutez, parce que de toute façon vous ne pouvez pas les jouer dans ce détachement, vous ne pouvez jouer que Yvraine, l'Incarne, ou le Visarque, ou une combinaison des trois, mais vous ne pouvez pas jouer d'autres héros nommés. Alors les stratagèmes, le premier c'est le voile de terreur, ça coûte 1 point de commandement, ça se fait à n'importe quelle phase. Vous prenez une unité Inari qui a été détruite et qui était sur un objectif que vous contrôliez à la fin de la phase précédente. Cet objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que l'ennemi le reprenne à la fin d'une phase. Donc ça vous donne le sticky objectif en mourant, ce qui est toujours très très efficace et très utile. Hein. Vos unités, ça reste des petits Eldar, ça va crever vitesse grand V dès qu'on va cracher dessus. Hein. On sait ce que c'est, moi je joue Eldar noir, j'ai le même problème. Donc pouvoir être sûr que vos objectifs vous les gardez et que vous scorez quand même, ou obliger l'ennemi à venir vous chercher, et c'est très bien pour vous, donc voilà, très bon stratagème. On a ensuite écarté le voile qui coûte 2 points de commandement, ça se fait en phase de combat. Vous prenez une unité Inari qui est attaquée par l'ennemi au corps à corps. Chaque figurine de cette unité peut taper, même si elle est détruite. C'est la meilleure version de ce stratagème parce que certes ça coûte 2 PC, mais vous n'avez pas le 4+ à faire, donc vous savez que toute votre unité va frapper. Donc vous avez quand même des unités très létales au corps à corps. Hein, sur de la petite infanterie, les Sérastes, ça peut quand même découper, mouliner un peu. Les incubes, ça envoie quand même la sauce de manière assez violente. Donc si vous êtes sûr que vous allez vous faire déglinguer parce que vous êtes mal placé, vous êtes fait piéger, vous êtes fait engager, vous n'aviez pas tué ce que vous deviez, et finalement vous allez vous prendre une double sauce dans la tête, et ok, tu vas me tuer, mais par contre moi je vais te mettre une énorme claque dans la tronche aussi, donc viens, sacrifie ton unité, moi je serai rentable dans tous les cas. Ça c'est très bien. C'est cher pour 2 PC, mais c'est la meilleure version de ce stratagème qu'on puisse avoir, je pense. On a ensuite résistance macabre pour 1 PC, ça se fait en phase de combat ou à la phase de tir ennemi. Vous ciblez une unité Inari infanterie ou montée hors unité fantôme qui est attaquée par l'ennemi, et vous avez -1 pour être blessé. Bon là c'est très bien, hein. Comme on l'a vu dans d'autres stratagèmes, les Inari, les Eldari, c'est souvent endurance 3, en montée vous êtes endurance 4, donc vous allez souvent être blessé sur des 3+, des 4+, le -1 pour blesser, c'est très très bien, et ça va vous rendre un tout petit peu plus résistant, parce qu'on n'a pas non plus de mauvaise sauvegarde en Eldari ou Inari, donc c'est plutôt l'endurance la problématique, donc le -1 pour blesser, on aime toujours. On a ensuite la vision des âmes pour 1 PC, ça se fait en phase de tir Inari. Vous prenez une unité Inari qui n'a pas encore tiré, et jusqu'à la fin de la phase, l'unité va avoir touche fatale et ignore le couvert. Donc là, ça va être très utile. Vous mettez par exemple des Reavers, les petites motojets, là, je sais plus comment ils s'appellent en français, les petites motojets Drukhari, là, qui ont potentiellement pas mal d'armes de tir avec du volume, des guerriers Kabbalites, qui du coup, en Lethal Hits, ça devient soudainement intéressant d'avoir du bon volume. Faut pas oublier que ça marche aussi sur n'importe quelle unité Azuriani, donc n'importe quelle unité du codex Eldari, qui peut gagner du coup Lethal Hits et Ignore Cover. Hein, on se rappelle que toutes les unités Azuriani gagnent le mot-clé Inari, donc ça peut être un véhicule, ça peut être n'importe quoi. C'est un très très bon stratagème à avoir. Émissaire d'Inéad pour 1 PC, phase de combat, après qu'une unité Inari infanterie ait choisi ses cibles, vous ciblez cette unité, et jusqu'à la fin de la phase, vous relancez les jets de touche de 1, ou vous relancez tout le jet de touche si votre unité est en dessous de sa force de départ. Alors, là encore, faut être en dessous de sa force de départ. On sait qu'en Eldar ou en Drukhari ou en Inari, c'est toujours assez facile de se faire saucer toute l'unité, et c'est pas si souvent qu'on a perdu que 1 ou 2 modèles, mais ça arrive, et du coup, quand ça arrive, la relance de toutes les touches, c'est très très bien, et on sera très content d'avoir ça. Là encore, ça marche sur n'importe quelle unité de corps à corps Eldari, puisqu'ils gagnent tous le mot-clé Inari dans ce détachement. On a ensuite la mort répond à la mort, ça c'est 1 point de commandement, ça se fait à la fin de la phase de tir adverse. Vous prenez une unité Inari hors unité fantôme qui a perdu un ou plusieurs modèles à cette phase. Cette unité peut tirer comme si c'était votre phase de tir. Donc le fameux stratagème de tir en retour dont je parlais l'autre jour, ça c'est super fort. Déjà parce que il n'y a pas de condition, hein. Vous pouvez tirer sur n'importe quelle unité, pas forcément sur l'unité qui vous a tiré dessus. Donc imaginons que vous ayez des petites motojets
on vous en tue une, vous perdez quelques petits fusils éclateurs, ok, mais il vous reste encore votre lance thermale qui va aller sécher un véhicule à 24 pouces. Ou alors, vous avez vos petits vengeurs qui se font tirer dessus par une arme à blast qui est à 48 pouces. Ok, vous en perdez 2. Par contre, eux, ils balancent une salve de catapulte shuriken dans les petits gardes impériaux qui sont juste devant eux et ils les lavent complètement de l'objectif. Bon, bah voilà, ça c'est très très bien. Pour un PC, c'est vraiment fort. Et du coup, l'ennemi va vraiment hésiter à vous shooter avec des petits trucs pour vous faire 2-3 dégâts par-ci par-là parce qu'en fait, il va juste vous donner des bonus si vous tue pas entièrement, quoi. Alors, les améliorations maintenant, la première c'est le regard d'Inéad, ça coûte 30 points selon le codex, ça va seulement sur un grand prophète, et son pouvoir psy tempête surnaturelle gagne blessure dévastatrice. Donc le profil c'est un des 6 tirs qui touche à 3+, portée 24 pouces, force 6, PA-2, dégâts D3, avec déflagration. Avoir blessure dévastatrice là-dessus, pourquoi pas. 30 points ça me paraît un peu cher pour améliorer juste un seul tir d'une seule figurine, mais à voir. Ensuite, on a Tempête de Murmure, ça c'est 10 points, ça va sur un Psycharque seulement. Et pendant la phase de tir, une unité ennemie qui a été touchée par les tirs de 7 figurines doit faire un test d'ébranlement. Bon, c'est assez moyen, même pour 10 points, c'est à votre phase de tir. Donc ça veut dire qu'à la phase de commandement de l'adversaire, il sera plus ébranlé. Ça peut l'empêcher éventuellement de se prémunir de quelque chose avec un stratagème. Si jamais vous comptiez le charger et qu'il est ébranlé, il pourra pas mettre de stratagème. Ça peut éventuellement vous permettre de dégager une unité d'un objectif pour que vous considériez que vous l'ayez repris à votre adversaire en fin de tour, et donc marquer un secondaire. Bon, ok, 10 points, bon, si vous avez les points, pourquoi pas. On a ensuite Vigueur emprunté, ça a priori c'est 15 points selon le codex, ça va sur un archonte seulement, donc le personnage Drukhari Inari, et ça lui donne plus 2 attaques au corps à corps. Donc au corps à corps, lui il avait 5 attaques, qui touchent à 2, force 3, PA-2, dégâts 2, en entrée infanterie 3+, là du coup ça passe à 7 attaques, donc c'est pas mal, hein. Dès que vous allez taper, vous pouvez buter assez facilement du Space Marine, du Custo avec ça, c'est pas une mauvaise amélioration, si vous comptez emmener un archonte et peut-être ses incubes avec, c'est pas mal. Et enfin, on a Puissance Morbide, ça c'est 30 points, ça va sur une succube seulement, donc le personnage qui mène les Sérastes, personnage Drukhari aussi. Ça relance le jet pour blesser, mais seulement sur les attaques du porteur. Malheureusement, ça ne booste pas l'unité de Séraste, ça aurait été très fort. Mais bon, la succube a 6 attaques qui sont anti-infanterie 3+, donc la relance des blessures pour aller chercher ces anti-infanteries, c'est pas mal non plus. 30 points, c'est peut-être un peu cher pour un truc qui ne booste qu'un seul personnage, qui en général dégage après sa première phase de corps à corps parce que c'est pas très costaud. Alors moi je suis un petit peu biaisé parce que je suis surtout joueur Drukhari, donc les Inari j'aime bien, hein, cette espèce de réunification de la race Eldar, je trouve ça trop cool comme arc narratif. Le détachement je trouve qu'il a de bonnes règles, je trouve qu'il y a de bons stratagèmes aussi là-dedans qui sont franchement pas mauvais. Les améliorations je suis un petit peu moins fan. Maintenant, je sais que c'est quand même très décevant pour les joueurs Inari d'avoir perdu autant d'accès à autant d'unités. Hein, on le verra dans la vidéo qui parle des unités au coup en point, mais il y a plein de trucs que vous aviez peut-être acheté exprès pour jouer Inari et que vous pourrez plus jouer dans ce codex. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais je trouve que le détachement, en tout cas en lui-même, n'est pas mauvais non plus. Et enfin, dernier détachement, c'est le détachement pour les Arlequins, c'est Fantôme de la Toile. Sa règle, elle est spéciale. Vos unités troupes deviennent lignes. Ça va. Toutes les modèles qui sont troupes deviennent aussi OC2. Donc ça, c'est très bien. Les troupes, ça va être votre base. Donc c'est ça que vous allez jouer. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 bouffons tragiques, 3 prophètes de l'ombre et 3 coryphées. Je sais pas pourquoi ils ont précisé ça, parce que vous pouviez déjà mettre des unités Arlequins dans n'importe quel autre des détachements Eldari. C'était pas un souci. Et vous pouviez déjà mettre 3 de chacune de ces unités si vous vouliez. Alors je sais pas pourquoi c'est précisé, à moins que j'ai raté quelque chose. Et la règle de détachement, c'est que toutes les unités Arlequins peuvent charger à travers les figurines ennemies. Donc si par exemple l'ennemi a fait une espèce d'écran avec des petits trucs pourris devant l'unité que vous voulez vraiment toucher, vous pouvez complètement ignorer cette unité et passer au-dessus et aller charger ce que vous voulez, voire engager les 2 unités d'un coup si vous avez envie. Alors, ça me paraît, moi, très anecdotique comme règle. Déjà, ça booste pas du tout les véhicules Arlequins qui shootent, donc ça vous oblige à jouer une armée de corps à corps. Alors c'est quand même plus le focus, sur toutes les troupes et tout, on est quand même plutôt sur une armée de CAC, mais vous avez quand même pas mal de véhicules qui tirent, qui du coup ne tirent aucun bénéfice du détachement. Vous avez plein d'astuces de mouvement qui peuvent vous permettre de vraiment profiter de cette règle. Maintenant, si vous jouez pas contre un adversaire qui écrane ses unités, ça sert à rien, quoi. Il y a plein d'armées qui n'ont pas d'écran qui se protègent comme ça, donc du coup, ça, je sais pas. Ouais, je suis pas forcément emballé par la règle, personnellement. Alors, les stratagèmes du détachement, le premier c'est mort théâtrale, ça coûte 1 point de commandement, et en gros vous prenez un personnage Arlequin qui vient de se faire tuer, et vous le replacez le plus près possible de sa position précédente, en dehors du corps à corps, avec la moitié de ses points de vie. Ça se fait une seule fois
par personnage. Bon, bah vous avez le solitaire que vous lancez souvent comme un missile pour aller taper l'adversaire ou buter un perso ennemi. Bon, bah là, vous avez une seconde chance, hein. Vous l'avez envoyé, il a tué un truc, et bah il revient et il peut recommencer à votre tour. Donc ça, c'est très bien. Ça peut ramener aussi un personnage agent solitaire qui aurait réussi à se faire shooter par l'ennemi, on sait pas trop comment, si l'ennemi a réussi à s'approcher. Bon, bah vous le remettez sur la table, il peut continuer à scorer, il peut continuer à faire des secondaires, et c'est de toute façon très utile contre une armée qui aura beaucoup d'accès à précision et qui va sniper vos persos. Vous pouvez faire revenir un personnage. Donc, toujours bon à prendre. On a ensuite la chute du héros, ça coûte 1 point de commandement, ça se fait en phase de combat. Vous prenez une unité harlequin qui est ciblée par l'ennemi, et elle peut combattre en mourant sur 4+, si elle n'a pas déjà combattu. Donc là, bah, de toute façon, hein, c'est stratagème de combat en mourant, soit on a la version à 2 PC où c'est auto, soit on a la version à 1 PC où c'est sur un 4+. Là, on a cette deuxième version que moi, personnellement, j'aime moins. Je préfère celle à 2 PC qui permet de combattre auto parce que c'est très fiable. Maintenant, c'est très utile, hein, les harlequins, ça peut faire très mal au corps à corps. Donc, même si c'est qu'une troupe de 12 modèles et que vous en avez du coup que 6 qui tapent, bah, vous allez quand même vraiment faire du dégât. On a ensuite la fuite moqueuse, ça coûte 1 point de commandement, ça se fait en phase de mouvement. Vous prenez une unité harlequin et elle peut se replier, tirer et charger. Bon bah là c'est très fort, c'est la meilleure version pareil de stratagème. Il y a plein de détachements dans d'autres armées où c'est que se replier, tirer, ou que se replier, charger, ou avec des conditions. Là il n'y a pas de conditions, vous faites tout ce que vous voulez. Vous avez des unités qui sont pas très costauds, pas très résistantes, vous n'avez pas envie d'être coincé contre une unité où vous n'allez pas pouvoir utiliser le plein potentiel de vos attaques, et ben là ça sera pas le cas, vous allez pouvoir vous barrer autant que vous voulez et faire autant de dégâts que vous voulez, donc c'est très bien. On a ensuite la réponse du farceur, ça coûte 1 PC aussi, c'est en phase de mouvement adverse, et en gros bah, c'est votre mouvement réactif, si l'ennemi s'approche à 9 pouces ou moins de vous, vous pouvez vous barrer de 6 pouces, c'est très utile, vous avez déjà énormément de solutions pour bouger, vous recacher quand vous jouez dans ce codex avec la règle Battle Focus, et bah là vous avez une option encore en plus pour faire ça, c'est très bien. On a ensuite la danse sanglante pour 1 point de commandement, ça se fait à la fin de la phase de charge adverse, vous prenez une unité harlequin infanterie ou monter, et vous pouvez déclarer une charge durant la phase de charge adverse sur une unité ennemie à 6 pouces. Alors, vous ne gagnez pas le bonus de charge, donc vous tapez pas en premier, mais comme vous êtes dans le tour de l'adversaire, bah vous allez quand même taper avant lui, donc vous aurez l'occasion de faire vos dégâts tranquille. C'est une vraie menace pour 1 point de commandement, ça va empêcher l'ennemi de venir poser une petite unité de base qui met un doigt de pied sur l'objectif pour essayer de vous le prendre. Bon bah il s'expose à une riposte instantanée et une charge qui va le découper en morceaux, il va pas vouloir s'approcher de vous, et puis vous avec vos astuces de mouvement, c'est pas très compliqué hein, en phase de tir d'aller vous placer à 6 pouces de l'ennemi. Hein. Un ennemi qui vous tire dessus, vous faites votre manœuvre de repli stratégique, vous bougez d'un des 6+1 après que l'ennemi vous ait tiré dessus, bah un des 6+1 ça peut vous permettre de vous mettre dans les 6 pouces de l'ennemi et donc de le charger à sa propre phase, et il n'y a plus rien qu'il ne puisse faire là-dessus, à part vraiment vous tirer dessus avec tout ce qu'il a pour espérer vous tuer quoi. On a ensuite le stratagème quitter la scène, ça se fait à la fin de la phase de combat, vous prenez une unité harlequin qui n'est pas engagée au corps à corps et vous la remettez en réserve. Bon ça c'est toujours très appréciable pour se repositionner, pour garder une menace qui oblige l'adversaire à rester un peu en arrière ou chez lui, pour préparer des secondaires. On n'a pas vraiment d'unités qui ont frappe en profondeur, mais vous pouvez quand même arriver depuis les bords de table, donc ça sera très pratique, surtout pour du contrôle de table et pour marquer des objectifs. Enfin, on a les améliorations de ce détachement. On a d'abord la bobine de Kegorak ou Segorach, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi, j'ai toujours dit Kegorak. Donc, c'est 25 points selon le codex. Ça va seulement sur un coryphée, donc celui qui mène les troupes. Lorsque l'unité du porteur charge, chaque figurine en portée d'engagement va faire une blessure mortelle sur un 4+, avec un maximum de 6, ce qui, de toute façon, sur une unité de troupe est statistiquement ce que vous allez faire. Bah, ça donne du punch à une troupe. Hein, ça marche aussi avec le stratagème de contre-charge, parce que vous ne gagnez pas le bonus de charge, mais vous avez quand même chargé. Donc du coup, bah, vous allez pouvoir faire vos blessures mortelles dans le tour de l'adversaire avant de le cogner. Donc bah, pourquoi pas, hein, ça peut être le bon combo qui fait très mal et qui surprend. On a ensuite le masque des secrets à 10 points, ça va sur n'importe quel personnage harlequin. Toutes les unités ennemies qui se replient de corps à corps avec vous font un test de fuite désespérée, qui est à -1 s'ils sont ébranlés. Alors, ça ne marche pas sur les monstres et les véhicules. Je rappelle le test de fuite désespérée, sur un 1 ou 2, chaque figurine est détruite. Donc vous jetez un dé par figurine qui se replie, sur un 1 ou 2, cette figurine dégage et est morte. Donc c'est très bien. Si l'adversaire sait que vous avez ça, bah, il ne voudra pas se replier, en fait. Il ne prendra pas le risque, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait une chance sur 3 de perdre une figurine, et s'il est ébranlé, c'est une chance sur 2 par figurine. Si vous avez engagé des Terminators, des Custos, bah, vous n'avez pas du tout envie de perdre vos figurines à 3 PV sur un jet de dé malheureux. Donc bah, vous restez au corps à corps, et puis du coup, bah, vous allez vous reprendre une deuxième salve de coups dans la tronche
tronche par l'adversaire à votre propre tour, ce qui est jamais agréable. Ensuite, on a la farce du meurtre. Ça coûte 20 points. Ça se va sur un bouffon tragique et chaque touche réussie devient une touche critique quand il tire sur des unités en dessous de leur demi-force. Donc le bouffon tragique, eh ben, il a touche soutenue 3 potentiellement sur chaque touche réussie, du coup, à 2+. Donc ça veut dire que chaque 2+, rajoute 3 touches, ce qui fait qu'en stat avec son canon hurleur, bah, il va vous toucher 12 fois sur une seule activation de tir, ce qui fait que bah, une unité qui est en dessous de sa demi-force va juste se faire saigner par un seul personnage, ce qui est très très bien. Donc ça, je pense que si vous jouez un bouffon tragique, vous lui mettez toujours ça, parce que c'est un très bon bonus. Et on a ensuite la toile de brouillard qui vaut 15 points, ça va sur un prophète de l'ombre, et ça donne infiltrateur à l'unité menée par ce prophète de l'ombre. Donc ça vous permet, avec toutes les petites astuces de mouvement Eldari, de faire une troupe qui va pouvoir charger dès le premier tour. Ce qui est super, hein, vous infiltrez votre unité, vous vous préparez à prendre des objectifs le plus vite possible, vous faites des écrans qui bloquent l'ennemi, vous allez menacer l'objectif naturel de l'adversaire vers lequel il se serait dirigé vu son déploiement, et bah vous l'empêchez d'aller dessus facilement parce que s'il y va, il se prend une grosse charge dans la tronche direct avec une unité qui tape. Voilà, il y a plein d'usages très très bons et ça, on est très content de l'avoir en amélioration. Donc perso, la règle de détachement, je la trouve pas incroyable. Il y a sans doute des armées contre lesquelles ça sera très bien parce que vous allez pouvoir atteindre l'unité que vous voulez vraiment atteindre sans vous bloquer. Maintenant, je trouve que la puissance du détachement vient plutôt des stratagèmes et des améliorations. Hein. Le fait de pouvoir contre-charger dans le tour adverse, ça c'est très bien. Ramener vos personnages automatiquement sans jet de dés avec la moitié des PV, c'est très fort aussi. Le combattre en mourant, c'est toujours bon pour faire une sale surprise à l'adversaire. Le repli, tir et charge, pareil, très bon pour la mobilité. Les mouvements réactifs, on aime toujours. Et puis le retour en réserve pour le scoring. En fait, vous avez tous les outils dans ce détachement pour jouer une armée correcte. Je suis juste pas persuadé du bonus particulier de l'armée. Je sais pas si c'est vraiment incroyable. Bon voilà pour ce codex Eldar. Donc vous avez le codex qui a le plus de détachement du jeu, hein, ça en fait 8. Bon évidemment vous en avez un pour les Inari, un pour les Arlequins, donc si vous ne jouez pas ces deux variantes et que vous jouez que Vaisseau Monde, vous avez quand même que 6 détachements, 7 avec le détachement de Noël, qui du coup prend un peu plus de sens avec la règle Battle Focus, mais ne devient pas incroyable, puisque certes vous avez plein d'astuces de mouvement, mais en fait, comme le détachement Noël vous donne assaut sur les véhicules, vous pouviez déjà beaucoup bouger et ensuite tirer avec vos véhicules. Donc, je ne sais pas si ça le rend vraiment incroyable. Ce qui est sûr, c'est que la règle d'armée, elle est très bien. Vous allez avoir une armée qui est très dure à saisir. Vous avez des détachements qui sont tous très bons. Pour moi, il n'y en a pas un qui vraiment n'est pas jouable, pas fun, pas amusant. Vous en avez un qui, je pense, est un peu fort, qui est Lost Aspect, à mon avis, qui cogne pas mal. Celui des Harlequins, je suis pas fan de la règle de détachement, mais ça reste un bon détachement. Vous avez en fait dans quasiment tous les détachements, tous les outils que vous aimez avoir pour augmenter la létalité, mieux résister, mieux bouger, mieux contrôler la table, et vous avez en plus toutes vos règles de mouvement. Je pense que c'est un des meilleurs codex en termes d'écriture, en termes de richesse, en termes d'intelligence. Je le trouve vraiment excellent. Maintenant, à voir s'il y a des choses qui sont pas un peu trop fortes, et ça on en parlera aussi quand on parlera des fiches d'unité du codex Eldar dans une deuxième vidéo. Évidemment, c'est une analyse sur le pouce, je n'ai pas le codex depuis 3 semaines pour l'étudier et faire des parties, donc je le lis comme ça vient. Si vous êtes joueur Eldari chevronné, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de chaque détachement, est-ce qu'il vous inspire ou pas. Moi en tout cas, je trouve que les joueurs Eldar peuvent être vraiment contents de ce qu'ils ont reçu en termes de règles. Maintenant en termes de figurines, ça va être une autre paire de manches, on en parlera dans une autre vidéo, mais vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, vous savez où sont tous les boutons YouTube habituels, et je vous dis à très très vite pour la vidéo sur les unités et les coups en points. Allez, ciao!